Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de La Bonne Trage, le podcast où l'on reçoit un pilote et on parle de sa trajectoire de vie. Et aujourd'hui avec nous, Mathieu Graal. Mais avant de commencer, vous pouvez nous retrouver pour la version vidéo sur YouTube, la chaîne Sylvain Masson, et autrement toutes les plateformes audio, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, nous dire ce que vous pensez du podcast, nous dire qui vous voulez voir la prochaine fois dans La Bonne Trage. Ça nous aide énormément, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait super plaisir. Merci pour tous vos retours. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode de La Bonne Trage. Bon, aujourd'hui, on reçoit Mathieu Graal. Mathieu, on se connaît depuis plus de 20 ans. Enfin, on se connaît, on a roulé ensemble, mais on ne s'est jamais vraiment côtoyé. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter ? Après, on part dans le vif du sujet. Allez, c'est à toi. Salut Sylvain, moi c'est Mathieu Graal, 35 ans, ça fait 22 ans que je suis pilote amateur et passionné depuis toujours. Donc, Trop cool pour une fois qu'on reçoit quelqu'un qui est plus vieux que moi. Bon, de quelques mois, mais c'est ça. Bon, Mathieu, du coup, ouais, motocross, on a roulé ensemble quand on était gamin, on a très peu roulé ensemble, mais on a fait quelques courses ensemble. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé ? Est-ce que c'est un virus de famille ? Est-ce que c'est une histoire de le papa qui t'a mis sur une moto ? Dis-nous. Ouais, si, c'est un vrai virus de famille. C'est que mon père habitait à Guipava, donc c'est une ville, une terre de motocross, Guipava, depuis les années 70-80. Lui, il était petit, il allait voir les pilotes juste à côté du. Il habitait juste à côté du terrain, en fait, c'était pas loin du bourg. Et comment il avait ses collègues de son quartier qui roulaient, 2-3 collègues. Et c'est venu comme ça, lui il aurait voulu faire de la moto en fait et il n'a jamais pu parce que mes grands-parents n'avaient pas les moyens et peut-être pas l'envie non plus de lui offrir une moto. Okay. Donc je pense qu'il est parti sur autre chose et c'est resté dans un coin de sa tête et ses collègues ont continué la moto et donc moi je suis arrivé après dans sa vie du coup et quand il m'a amené sur un terrain à 3-4 ans, forcément, quand on voit une moto, quoi. Voilà, c'est ça, on voit une moto de cross, ça fait rêver quoi. Surtout à ces époques-là, c'était le top aussi. C'était un peu la liberté, surtout dans les années 90, c'est comme clair. Ça. Et donc on a été voir ses potes d'enfance faire de la moto et moi je réclamais une moto forcément. Sauf que pareil, pas les moyens, voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Et je l'ai tellement tanné que il m'a dit clairement, écoute, à 14 ans, tu feras le choix, un scooter ou une moto de cross. Oh la vache. Donc entre-temps, il s'est passé des choses. J'ai essayé le foot 2 ans, j'avais peur du ballon. Ok. Voilà. Tu veux faire du motocross mais t'as peur d'un ballon. Ok. Ouais, c'était vrai. En plus, j'ai vraiment eu. Je flippais d'avoir la balle. Pourquoi tu l'avais pris une fois en pleine tête et ouais, sûrement. Je sais pas. C'était plus pour suivre les copains d'école, comme on fait tous, je pense, au début qu'on puisse prendre une licence sportive, en fait. Okay. Donc j'ai arrêté ça. Après, j'ai fait un peu de karaté. Ça, j'ai bien kiffé. Et puis non, j'avais toujours cette moto en tête parce qu'on allait voir les courses entre-temps à Guissény, Saint-Renan, dans le coin, quoi. Et il y avait le Supercross de Bercy qui passait à la télé. Après, il y a eu la communion. Là, j'ai réclamé un BMX. Il n'était pas trop d'accord. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il faudra lui poser la question. Mais, ça se rapprochait trop du motocross. Voilà, je sais pas. C'était non. Et puis bon, j'ai eu ce BMX après à 10 ans. J'ai commencé le BMX à 10 ans, le BMX Race du coup à Guipava, parce qu'il y avait un club de BMX. C'est vrai. Et puis voilà, j'étais vraiment pas très bon là-dedans non plus. Donc il se posait la question, je pense. Non plus, ça veut dire quoi ? C'est que le karaté c'était pas dingue ? Si, le karaté c'était vraiment pas mal. Le foot c'était 0, le karaté pas mal du tout, franchement. Okay. Et le BMX, j'aimais bien, mais je mettais un peu de temps à l'apprentissage, quoi. Okay. C'était un peu long à percuter là-haut, on va dire, et j'avais du mal à oser tenter les sauts. Et après, une fois que c'est venu, sans trop de problèmes. Et puis est venu cet âge-là de 14 ans. Et en fait, c'était avant 14 ans parce que à 13 ans, c'était les soldes et on est allé au magasin de moto du coin. Et mon père connaît un peu Polo parce qu'il avait acheté une moto
de route là-bas pour lui, parce que c'était la passion du 2 roues quand même, quoi. Et c'était les seuls. Je m'étais dit, je vais acheter un Sweet là-bas. Et puis, en fait, au lieu de repartir avec un Sweet, je suis reparti avec un 80 CR. Donc, c'était prévu? C'était pas prévu du tout. Mon père prenait un peu la température pour l'année suivante, parce qu'on connaissait personne qui faisait de la moto, en fait, dans le coin, quoi. Donc, écoute, Polo, est-ce que tu as une moto? Est-ce que tu peux garder un œil attentif pour l'année prochaine? Je lui ai promis une moto pour ses 14 ans, et moi j'en pouvais plus, quoi. Je faisais du BMX, c'était ça que je voulais faire toujours, le motocross, quoi. Et donc voilà, trouver un 80 CR de 1999, petite roue. Donc on était en 2004, et voilà, c'est parti de là. Son collègue d'enfance avait ses enfants qui faisaient du BMX avec moi aussi à Guipava. Et il a dit, en arrivant à un entraînement, bon écoute Benoît, j'ai acheté une moto à Mathieu là. Ah ouais, t'as mis un pied dedans, t'as mis les deux, quoi. T'es foutu. Mon père dit, non, c'est juste pour le loisir. De toute façon, on n'a pas un rond pour aller faire tout un championnat. Enfin, puis je commence trop tard. Il a 13 ans, voilà, quoi. Donc, et puis c'est parti comme ça, quoi. En tout cas, pour les débuts à moto, c'était comme ça. Et comment ça s'est passé, ces premiers tours de roue? C'était assez laborieux aussi. C'était pas trop mal. Il savait bien m'expliquer. C'était à Guipava, il y avait un terrain motocross. Mais je crois que j'ai roulé là-bas. À côté de l'aéroport. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Le Forestic, ça s'appelait. J'ai déjà fait même une course là-bas en plein hiver avec. Mais c'était pas une course officielle. Ouais, des 2 heures de plaisir, il faisait là-bas. Peut-être ça. Ouais, j'ai été une ou deux fois en entraînement, je crois. C'était très plat. Très plat, et les sauts c'était sur des bunkers. Ah, ok, d'accord. J'ignorais ça. Voilà, c'était l'anecdote du circuit. Ouais, quoi. Mais il était à l'abandon à la fin, le terrain. Ouais, en fait, pour continuer sur les débuts, du coup, donc ça fait à peu près 22 ans jour pour jour. Hein, parce que je sais que les sols viennent de se finir, c'est souvent mi-février par là. Ouais. Et j'ai commencé début mars, et passage de vitesse. Et ça a duré 6 mois, et le terrain a fermé définitivement après. Et entre-temps, on faisait un peu d'entraînement. Et en fait, il y avait des services de déminage qui venaient faire péter des bombes qu'ils trouvaient sur des chantiers à Brest, en fait. Donc des fois, mon père, il venait me prendre après l'école. Vas-y, on va faire de la moto au beau jour, là, au mois de mai-juin, par là. Et un jour, on est arrivé là-bas, et effectivement... nous on roulait, on était tout seul. Enfin, à l'époque c'était un peu le terrain sauvage, mais on pouvait rouler, quoi. Et là on va au service de déminage. Au début on voyait c'était un truc de l'État, si tu veux. Ouais. Je dis, qu'est-ce qu'ils font ici, quoi. Enfin, et ils sont venus faire péter une bombe, en fait, quoi. Donc, Purée. Ouais, si c'était une bombe. C'est une technique pour faire des tas de terre. Hein, quoi. Ils avaient fait des trous et ils ont posé la bombe dedans, mis des pneus, et puis nous, ils ont dit aller plus loin. On a laissé la voiture sur le parking, on est descendu avec la moto, et pouf, ils ont... La vache. Et t'as vu l'explosion ou oui, c'était au bord de la voie express en plus. À l'époque, c'était fait comme ça, quoi. Donc, Et ce terrain, maintenant, il est toujours consacré à ça? Pas du tout. C'est une déchetterie maintenant. Une déchetterie. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour... Je sais pas comment ils ont fait pour dépolluer tout ça, mais toujours est-il que il y a plus de circuit du tout. Okay. Quoi, donc ouais, tes premiers tours de roue là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et difficile l'embrayage, les vitesses? Difficile. J'ai pas trop de souvenirs de ça. Je sais que le passage des vitesses, c'est une étape quand même. T'as jamais fait de moto, tu passes du BMX à prendre les vitesses, à un embrayage, comment fonctionne un moteur, une poignée de gaz. Ouais, je sais que c'était pas facile. Du coup, là, t'avais 14 ans, du coup? 13 ans. 13 ans. Ah oui, c'était avant. Ouais, c'était juste avant les 14 ans, du coup. Et tout de suite compétition après ou pas? Du tout, j'ai passé mon CSM en novembre 2004 à Plouane. À Plouane, donc moi je connaissais que le circuit de Guipava et le circuit de... C'est sûr, tu passes là-bas, ça te change. Hein. Et justement, quand je suis arrivé, je me dis, mais c'est ça en fait, un vrai circuit de motocross en fait, avec les grandes descentes, les grandes montées. Et, c'était... Je me suis dit, ouais. Et j'ai fait le tour à pied avec un gars qui passait son CSM aussi. Et il me dit, moi je saute ça.
ok. Ok, je saute ça, ouais, ok. Bah, moi, j'apprends à sauter un saut à plat déjà. Ouais. Voilà. Ah, il y avait des beaux sauts là-bas quand même. Ouais, Pouane, ouais, carrément. Du coup, CASM et après compétition alors si tu passes le CSM. Compétition, c'était dans l'optique de faire des petites courses de temps en temps. Ok. Et du coup, Saint-Ronan par chez toi, tout ça, tu pouvais faire Ghiseni? Non, il n'y avait pas en 85 Ok. cm3. Par contre, à un entraînement en début d'année, bah après, à force d'aller sur les circuits, on commence à connaître un peu du monde. Ouais. En plus, nous, on est assez humainement sociable avec mon père et tout. Surtout lui. Ok, on va apprendre des choses, je pense, tout à l'heure. Hein. Et du coup, on rencontre les jumeaux QF, du coup, Ok. qui étaient là, entraînement à Ghiseni. Et c'était les seuls 85 qui étaient là à l'époque, à ce moment-là, ce jour-là. Donc, on discute avec Yvon et Chantal, du coup. Mhm. Moi, je roulais et mon père dit à Chantal, on s'est inscrit à Saint-Nolf. Je sais pas pourquoi Saint-Nolf, parce que j'avais toujours entendu parler de ce circuit. Ah, j'aimais trop ce terrain-là. Ouais. Chantal dit fais le début de saison, arrivez là, ça sert à rien d'attendre Saint-Nolf, tu vois bien, il s'est passé à vitesse, il fait le tour du circuit avec Ghiseni et tout, c'est bon quoi, va à Plouane quoi. Mon père dit ouais, ok, Bon, d'accord. Plouane quoi. Bon, moi on s'inscrit à Plouane. Début de saison 2005, donc je suis avec mon 80 CR petite roue. Et j'ai jamais fait de course. Du coup, là, tu commences en minime. J'avais 14 ans, donc je crois que c'était déjà le cadet. Moi, j'étais en minime à cet âge-là. En 2005, j'étais en minime. Ah, c'était peut-être minime. Comme on a le même âge. Ah oui, c'est ça, j'ai peut-être fait 1 an de minime et 2 ans de cadet. Ouais, j'étais en minime. Ok. Donc, on était en même temps. On était dans la même catégorie. Ouais, c'est ça. Tu faisais ta première saison quand moi, je faisais quasiment ma dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc 2005, donc on arrive à Plouane avec voiture, remorque, toile de tente parce que on n'avait pas de fourgon, pas de camping-car. Camping-car. C'était un autre monde pour nous. C'est sûr. Déjà de faire de la moto, c'était déjà incroyable. Alors, d'en faire de la compétition, autre chose. Ouais, c'était quelque chose. Et donc on est arrivé à cette fameuse course la veille. On est parti, on roulait le samedi comme c'est actuellement les petits. Et donc on va dire bonjour à Yvon, Chantal, et ils avaient d'autres amis qui sont devenus des amis aussi. Au fur et à mesure de les côtoyer d'ailleurs, parce que ça s'est pas arrêté à une seule course du coup en 2005. Et du coup, le lendemain, le samedi matin, j'arrive là un peu comme un cheveu sur la soupe. Là, mais c'est vrai que c'est pas facile, tu sais pas trop où tu dois aller. Heureusement qu'il y avait Pierre-Olivier et Marc-Antoine pour me guider. Le pointage le matin, c'est ça, la licence et tout. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, tu as un contrôle technique sur la moto. Le casque. Ouais, et l'ouverture de saison, tu as ce briefing là où on est tous conviés. Là, voilà, c'est ça. Et justement, je crois qu'il n'y en a plus maintenant de ce briefing là. En tout cas, en MX1, MX2, je ne suis pas sûr qu'il y ait de briefing comme ça. Et le fameux briefing comme quoi, faut pas être trop énervé, on fait attention au drapeau et tout ça. Mais c'est bien après qu'il y ait quand même de la sécurité comme ça. Et donc, premier essai, drapeau jaune. Ça, c'était pour je pense que les gens, du coup, maintenant, on est, je sais plus au combienième épisode, ils savent d'avance de quoi on parle, donc on va pas le réexpliquer. Hein. Donc, oui, ce fameux saut. Il y a eu drapeau jaune. En tout cas, il y avait les drapeaux dans la ligne droite. Il n'y avait pas de moto, mais il y avait les drapeaux dans la ligne droite. Et, de toute façon, c'est ma première course, donc je me souviendrai toute ma vie de ces moments-là. C'est quelque chose. T'attends ça depuis que t'es tellement petit que. Tu m'étonnes. Voilà, c'est quelque chose en tout cas. C'est sûr, j'ai bien marqué ta première course. Hein. Ouais. Et du coup, les essais, à l'époque, il y avait 15 000 d'essais, je crois, et 15 000 de qualifs. Les essais, voilà, ça m'a pas trop marqué, hormis ce qui s'est passé avec donc sa moto. Mais après, il y a eu les qualifs, et là, je me suis dit, là, c'était des manches qualifs en plus, donc c'était aux essais. Il y avait, je passe la ligne d'arrivée après l'espèce de saut là.
Mais moi, je roulais comme si j'étais à l'entraînement. Voilà, j'étais toujours en apprentissage des vitesses, tenir debout sur la moto, etc. C'est un peu la découverte pour toi. En plus, Pure découverte. Un autre terrain. Pure découverte. Et j'étais déjà, j'ai pas dormi de la nuit parce que c'est ta première course. Tu sais que commencer à cet âge-là, t'es en pleine adolescence, donc. Tu as plein de motos autour de toi, ça fait du bruit. Et voilà, c'est ça. Et je me rappellerai, ça c'est l'image, je l'ai toute ma vie. J'étais au milieu de la ligne droite et là, il y a un mec qui me dépasse, mais à fond. Mais vraiment, j'ai le bruit de la moto, j'en ai des frissons tellement ça m'avait fait peur, quoi, vraiment peur. Et là, c'était Aurélien Logiou. Ok. Il avait un 85 KTM à l'époque. Et là, je me suis dit, voilà, c'est pas le même monde là, du coup, vraiment, là, ça mettait du gros gaz, quoi. Et après, il y a eu la manche qualif, donc derrière la grille, donc voilà, première expérience avec une grille de départ. T'avais jamais fait de grille? Jamais du tout. Okay. On a fait des pseudo-tests de départ. Avec le caillou Ouais, voilà, enfin, on s'est démerdé comme on pouvait, quoi. Mais pas ce petit test, quand tu vois que ça bouge, tu y vas, il n'y a pas tout ça. Ouais, c'était pas long, on pensait même pas à ça. Quand la grille tombe, tu y vas, et puis voilà, mais ouais, du coup, premier BC de grille, donc pas qualifié, il y avait des non qualifiés à l'époque en 85, tellement il y avait du monde, parce qu'il y avait des séries. On avait des grosses séries à l'époque. Hein. Il y avait des séries et pas qualifié. La course s'est bien passée, j'ai fini la course. Première expérience. Du coup, tu avais roulé en non qualifié et ça s'était bien passé ou c'était passé comment? Je pense que j'étais dans le fin de. Mais une première expérience concluante, pas de frayeur, pas de chute, pas de casse, pas de. Rien du tout. Je sais que j'ai adoré le circuit par contre. D'accord. Et encore aujourd'hui, j'aime bien ce terrain. C'est la montée du sous-bois qui est un peu en S. Ouais. Ça, c'était. Moi, j'adore. Tu passes à fond. Tu as l'impression d'être bon en fait quand tu vas. Ouais, la remontée là qui fait comme ça là, celle-là. Ouais. Et à l'époque, il y avait un espèce de double en sortant de ce sous-bois là. Après ça. Oui, après à plat. Là. Ouais. Et celui-là en 85, il fallait vraiment ouvrir pour le passer. Et du coup, je sais que les autres années après, je le sautais parce que avec l'expérience, je progressais, puis je faisais toujours du BMX en parallèle. Mon père mettait un peu la pression d'ailleurs là-dessus. Il me dit, à l'entraînement le samedi en BMX, il me disait, si tu ne sautes pas le double là, pour la fin de la journée là, demain, on fait demi-tour au rond-point et on ramène la moto à la maison, quoi. Tu fais la moitié du chemin, je fais la moitié du chemin avec la moto, quoi. La vache. Ok, bon Mais ça te poussait. Ça me poussait. Moi, j'aime pas trop qu'on me pousse comme ça. T'as du mal à tenir la pression. T'aimes pas avoir la pression d'avoir des enjeux comme ça? Des enjeux aussi. Ok. Pas de problème avec ça. Mais qu'on te pousse à fond. Te forcer, ça me braque un peu, quoi. Ouais. Mais ils voyaient que t'avais des capacités. Ouais. Je pense que c'était dans. C'est ça. C'était bon, ils voulaient que tu t'améliores. Et... je passais bien les enroulés en BMX, ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était les sauts. Le fait qu'il y ait un creux au milieu de la bosse, en fait, parce que l'étape, j'ai sauté très bien. Ouais. Donc ce double-là à Plouane, t'arrivais à le passer après? Ouais, alors là, ça c'était pour l'anecdote de dire qu'il y avait ce saut-là, mais après, il y a eu d'autres courses, il y a eu Plouane, il y a eu... J'ai pas fait des courses tout de suite, c'était Mont après. Ah ouais, la partie, toute petite partie supercross, un ouais, peu motocross et après circuit, une petite partie prairie là. C'est ça? Ouais. Et là, ce coup-là, ma mère est venue avec moi. Où il y avait une grande double table là. J'ai pas trop souvenir. Ah non, peut-être je confonds, je sais plus. Non, toi tu penses à Landéen. Peut-être. Oui. Ouais, si c'est Landéen, je pense. Et c'était comme ça, Landéen, à l'époque aussi. Et bref, on arrive à Mont. Mon père avait bricolé sur la flèche de la caravane un rail pour mettre la moto dessus. Ok. Du coup, un peu plus de confort. Il dit à ma mère, on va ce week-end, avec à venir. C'était bien passé et tout. Ma mère était au taquet aussi. Ma soeur adorait ça aussi. Du coup, on arrive à Mont et là, le temps, mais... La météo, c'était le Lagen complet, quoi. Vraiment. On mettra le sous-titre, la définition Lagen, parce que pour les gens qui regardent, qui sont hors Bretagne. C'était le Lagen complet, vraiment. La soupe, quoi, vraiment. Et
Même mon père a posé la question à Yvon, du coup, il dit mais c'est quand qu'ils annulent, du coup? Quand les pilotes montent plus. Ne peuvent plus rouler, quoi. Bah, c'est annulé, quoi. Je dis, mais attends, t'as vu l'état du circuit, des pilotes et tout. Et on a roulé comme ça s'est bien terminé. On a fait la manche, les courses. Donc une autre épreuve de passé et une autre expérience de fête. Il me semble que j'ai fait mon premier bloc pass à cette course-là. Parce que je vois encore mon père est en train de lever les bras parce que j'avais doublé quelqu'un du coup. Donc qualifié cette fois ou pas? Non, qualifié toujours. Mais c'était pour l'anecdote d'avoir doublé et il s'est dit c'est pas dernier quoi. Donc, il se bagarre, il essaye quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et après l'été passé, il y a eu un plus gros circuit encore. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un des plus gros circuits pour moi. Ouais. C'est ici, à Kellern. Et là, j'étais déjà venu faire un entraînement qui s'était pas très bien terminé. On s'était un peu frité avec mon père parce que j'arrivais pas à prendre toutes les montées comme il fallait, tout ça. Et là, le terrain était propre à la course, donc top. Et là, le challenge, c'était de sauter le premier camel des 2 camels. Ah oui, c'est vrai, à l'époque, il y avait les 2 camels. Quand tu sautais les 2 camels, c'était déjà pas mal. Ouais. Et j'avais réussi à sauter le premier camel, donc objectif atteint de la journée. Et après, c'était donc 3e épreuve de terminer. Là, il y avait du monde aussi. C'était la finale en général, non? Pas ça? Non, la dernière, cette année-là, c'était Landéen, justement. Ok. Landéen, c'était la moins bonne expérience de l'année, celle qu'il fallait pas que je loupe parce qu'il y avait, on avait pris nos billets pour aller au Motocross des Nations. Donc 2005, c'était le Motocross des Nations de Ernée. C'est ça. Ouais, j'y ai été celui-là aussi. Souvenir de fou aussi. Avec Carmichael, tout ça, c'est galère. C'était dingo. Ouais. Et donc à Landéen, j'arrivais pas, il y avait un tout petit raidillon après le départ. Je sais pas, la moto, pour moi, elle déconnait, il y avait un problème. Ça n'allait pas. Je roulais pas comme d'habitude. Et j'ai même déchiré au niveau du cale-pied, le cadre s'est ouvert dans une chute, mais je pense que on n'y connaissait tellement rien. En mécanique, on n'a rien fait sur cette moto. Mais pas d'entretien, quoi. Mais vraiment, tension de chaîne et mettre le plein et terminer, quoi. Mon père me dit, si tu finis pas la manche Ernée la semaine prochaine, c'est mort, on va pas. Bon, alors que j'avais très bien qu'il voulait y aller aussi. Ouais, vous aviez acheté les places, donc. Tout nous avait vendu comme quoi c'était la plus grosse course du monde, à 3 heures de la maison. Voilà, quoi. On a fini par y aller à cette course. Oui. Et c'était. Ernée, là, c'était un truc de malade. Les mecs que tu vois rouler à la télé, tu les vois en vrai. Et l'infrastructure, c'était dingo. Enfin, si tu as été... j'avais la jambe cassée à ce moment-là. En plus, on avait l'accès camping-car handicapé. Du coup, on était garé devant tout Ernée. Donc, c'était un peu galère avec les béquilles. Tu as vu comment c'est Ernée. Mais c'était un truc de fou. Je me souviens de l'équipe américaine. Carmichael, Windham, Tedesco. C'est ça. C'était la folie. C'était ça. Et tu imagines, c'est des mecs que tu vois à la télé. Tu vois Evert, il y avait Villemain. C'était quoi en France? C'était Pichon, Tortelli. Et Villemain. Ouais. Et même les Belges, c'était Ramon, Evert. C'était pas Strybos à l'époque ou un truc comme ça? Peut-être Strybos, ouais. Il y avait Tonley aussi pour Nouvelle-Zélande. Reed devait être là. Reed, je crois. Australie, il devait être là. Hein. Je sais plus s'ils étaient là. Mais ouais, c'était dingue de voir tous ces mecs-là. En fait, ce qui était fou, c'est que tu vois tout ça à la télé. Et là, ils ouvrent, tu payes tu donnes ton billet et là, tu rentres. Tu vois Carmichael, le premier pilote que je vois, c'est Carmichael. À l'époque, c'était un petit double en descente, un grand 180 droite là. Ouais, il était quand même balèze le saut en descente. Hein. Il y a un petit. Il y avait un pilote. Il y avait le gros double du milieu. Ouais. Oui, celui-là. Ouais. Et c'était plus le petit. Celui d'arrivée là. Non, à l'opposé justement de la piste. Ok. La montée. D'accord. Bon, maintenant c'est un énorme triple là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça fait un petit double et tu vois Carmichael passer à fond. C'était la folie quoi. Ou quand il revenait sur la ligne droite du départ là.
La vitesse qu'il prenait là. Et ce gros saut là en descente, il y avait un pilote, j'ai plus le nom évidemment là, mais il s'était mis court, il s'était fait mal. Un Belge, il me semble. Non, un Suisse. Si, j'ai son nom. Bref, dans les commentaires, il y en a un qui aura le nom, mais c'était un pilote suisse qui était tombé. Et il s'était fait super mal. Ouais, je me souviens, c'était aux essais le matin ou au qualif. Quelque chose comme ça. Et ça aussi. Première expérience freestyle aussi, c'est la première fois que j'en voyais en vrai. Ah ouais. Premier l'équipe à l'époque, le Team Ramp, les Français en KTM. Exact. Avec Jérémy Rouanet, Xavier Fabre et Ludo Guillou. Et Ludo Guillou, c'était le premier à faire. Il faisait le backflip dans cette équipe-là. Et ils avaient 18 ans, les mecs, et le premier backflip. J'étais monté avec des béquilles tout en haut là, pour aller les voir. Premier backflip, c'était incroyable. Et ça, c'était remonté dans le camping en plus. Ouais, en haut. Là. C'était ça, je me souviens. Ouais. 2005, du coup, on avait 14 ans. 14 ans, ouais. Et là aussi, pour l'anecdote, nous, on ne s'attendait pas à ce genre d'ambiance. Ah voilà, c'était la folie. Le camping, quoi, c'était... On est arrivé dans le camping, ma mère a dit, mais c'est Mad Max ici, en fait, le truc. C'est clair. C'était quelque chose. Moi, béquille, 14 ans, c'était pas la fête, mais quand je vois maintenant les images des nations, c'est un peu... comme les gars en moto de piste, les gens connaissent la fête au Mans, en fait les nations c'est la même chose pour le motocross. C'est clair. J'ai pas eu l'occasion de faire d'autres motocross des nations par la suite, peut-être toi, mais... j'ai ceux derniers depuis 2005, je les ai tous faits. C'est vrai. Et cette année j'ai déjà pris mes billets aussi, donc ça c'est... T'as jamais fait Saint-Jean-d'Angély, tout ça, les gros... En Grand Prix, j'ai été voir. Nation non. Par contre, j'aurais bien voulu voir ceux de l'an 2000 là, avec Pastrana, quand il a sauté par-dessus Roncada et tout. Ça devait être... Mais du coup, les nations, une première immersion dans le motocross, pour ma part, dans le motocross international de fou, quoi. Aussi, Donc, j'ai pas fait d'autres motocross, mais toi, tu l'as vécu comment, ce premier motocross des nations? C'était le rêve, hein. Qu'est-ce que tu veux de rêver de mieux cette année-là, première course, première expérience en moto, et on va avoir la plus grosse course du monde qui puisse exister, et c'est à 3h de la Là, c'est sûr que tu avais envie de continuer là. Ah là, piqué plus que jamais, quoi. Il y avait un vendeur de lunettes, casques et tout, et j'avais vu la marque Spy que Pastrana il portait. Ah oui. J'ai acheté mes premières lunettes Spy que j'ai encore collector. Les nations, ça reste un très très gros souvenir. J'avais fait signer mon plâtre et tout par Carmichael. Oh la vache, c'était quelque chose. Je me souviens que même ils mettaient les plastiques de moto à la poubelle et les mecs ils les récupéraient dans les poubelles. Avec leur recul, je l'aurais peut-être fait remarque maintenant. Mais à l'époque. Et du coup, là, après, ça y est, tu étais parti. Tu voulais continuer à fond, faire les saisons complètes. Là, du coup, on arrive après, tu passes en cadet, donc tu arrives à 15 ans. 15 ans, 15 ans, première moto neuve, du coup. Ah ouais, le papa, il s'est dit, on lâche la bouse de 97, 18, là. 99. On a lâché ça. Enfin, on a lâché ça. Tu l'aurais gardé maintenant, ça vaut quelque chose, hein? Tu sais que je regarde sur le bon coin. Tu m'étonnes. Mais peut-être plus tard, là, j'ai d'autres projets, mais c'est carrément un truc à faire de retrouver ces motos. Moi, j'ai retrouvé, mon petit frère m'a offert un KX60 pourri pour refaire mon premier KX60 à l'identique. Bon, le projet, pour l'instant, il est dépouillé, il est à plat, tout est démonté, mais c'est dans les projets de refaire le KX60, mais à l'identique que j'avais gamin. Excellent. La même déco, il faut que je retrouve le kit déco One Industry, la housse de selle. J'avais la mousse de guidon Fox Racing parce que j'étais fan de Fox gamin. Et je vais refaire la même, pas la moto d'origine, la moto même. gamin. Bien sûr, c'est clair. Au moins, un vrai souvenir éveillé. C'est ça, et la mettre dans le garage, juste en déco. Top. Je pense qu'on a tous le même rêve, de se refaire ça, ou un Piwi, c'est sûr. Alors, moi, j'ai un rêve aussi, c'est de retrouver la même 85, donc de 2006 que j'avais eu. Ok, ta première neuve, du coup. Ouais, je rêverais d'avoir ça. Et avec le kit déco Amsoil de l'époque. Ok. Parce que les teams américains, c'était la folie à l'époque. Et tu veux pas le Woody Woodpecker de Carmichael? Je l'ai eu sur mon avant-dernière 450 CRF. Je l'ai
Je l'avais fait un comme ça, ouais. Ça reste mythique, nous, pour notre génération. Hein. Folie, Ouais. c'est vraiment les purs souvenirs, ça. Donc, ou le Kawasaki Chaparral de Stewart, tout ça. Ouais, chez Vitruck que c'était. Ah, chez Vitruck, ouais, et c'était Yamaha Chaparral. Ouais, c'est ça. C'était ça. Tout ça, c'est les marques qui nous ont, les motos qui nous ont bercé, ça. Ouais, la Suzuki Makita aussi. C'est ça, ouais, c'est clair. Ou à l'époque, même un peu avant, Yamaha Off-Troy. Je sais pas si tu te souviens. Yamaha Off-Troy, bien sûr. C'était trop avec beau. le dragon, Oui, magnifique. Ouais, c'était beau, ça. C'était les premiers décos holographiques, là, à cette époque-là. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, toi, tu étais dans le sticker, ça, à ce moment-là. Ouais. Parlant de holographie. Enfin, je dis, ouais, en fait, c'est. Si, tu m'en as fait. Hein. Ouais. En fait, c'est une passion. J'ai toujours aimé dessiner, tout ça. En tout cas, quand j'étais adolescent, j'adorais dessiner depuis que je suis tout petit. Ah, tu dessines encore un peu dans ton métier, mine de rien. On en discutera après. Ouais, ça fait, ça se complémente, ça se suit. C'est vrai. Et en fait, un ami en commun qu'on avait à l'époque, Jérémy Lemenven. C'est vrai. Jérémy, si t'écoutes. Lui, il faisait pas mal de ses autocollants et tout. C'est vrai, il était à fond là-dedans. Ouais. Pas mal de déco sur le petit détail et tout. Et moi, ça a matché tout de suite. On discutait souvent de ça. Et moi, je découpais les marques dans les magazines. Et je collais sur du double face et je mettais un vinyle transparent dessus. Ok. Et que je collais. Tu te faisais tes autocollants pas chers, quoi. C'est ça. Sauf qu'au premier coup de Karcher, tout partait, quoi. Donc voilà. Mais après, j'ai regardé comment il faisait, il m'a montré. Et là, je suis parti avec, à l'époque, mon PC, le PC de mes parents. J'imprimais sur Microsoft Word. Je faisais, avec la police Word Art, là. Ouais. J'imprimais une feuille. Ça sortait. J'arrivais à me débrouiller comme je pouvais, à faire un truc sympa. Et là, je prenais un papier calque et je transposais le vinyle dessus. Ouais. Et après plusieurs couches, et une fois que j'étais à l'aise, après j'ai commencé à faire des formes. Tu faisais de la superposition de exactement. couleurs. Ouais. Et tout à la main du coup, mais là, le boulot. Le quota horaire, le taux horaire, il était élevé là. Hein. Et du coup, j'en ai commencé à faire pour moi, et j'ai quelques copains qui m'ont dit tu peux pas faire pour les copains aussi. Putain, je passe un temps fou, quoi. Le temps fou, tu fais payer. Je dis écoute, par rond, j'ai 15 ans. Je faisais payer, je crois, 2 €, je crois, le sticker, quelque chose comme ça. Et tu mettais combien d'heures à le faire? Je pense que c'était 2-3 soirées faciles après l'école, quoi. Ouais. Et après, j'ai commencé à faire pour des pilotes de renom, hein, les Top Bretagne. Je sais que pour les Lefrançois, les frères, là, j'en ai fait. C'est allé assez loin parce qu'à l'époque, c'était MSN. La messagerie et on a fait j'en ai fait pour David Herbreteau, pas mal, et un jour je prends un Mix Mag ou un truc comme ça, derrière il y avait la pub pour les guidons là, et lui il était sponsorisé par ça et c'était son casque, et j'avais fait un bulldog en fait derrière son casque, et c'était chouette souvenir. Du coup, je suis passé dans un magazine, du coup, j'étais content. Trop drôle. Ouais, et je crois que c'était pour le Moto Kids à l'époque, quelque chose comme ça. Je les ai tous encore. Ils sont tous dans l'atelier, je les ai tous. Mais les jeunes étaient vachement médiatisés à cette époque-là. C'était trop bien, ça manque. Après, c'est sûr que Internet, ça a vraiment dissolu la presse. Clair. Mais toute cette époque-là, des motos vertes, MX Mag, moto crampons, tout ça, moto verte. C'était incroyable, mais le Moto Kids, c'était fou parce que c'était pas juste à l'échelle nationale. Des fois, ils allaient aux Bretagnes. Bien sûr. Aux Bretagnes, c'est clair. Et puis, il y a eu une fois, je sais plus si c'est Moto Kids ou MX Mag, ils avaient fait un concours pour gagner un casque. Il fallait dessiner une peinture de casque. Comme un fou, moi, je fais le truc. Mais, et je voyais passer les trucs, ils mettaient tous les mois, je crois, des petites évolutions. Les mecs, ils tâtaient en graphisme sur le PC. Et moi, en fait, j'étais comme un con avec mon dessin, quoi. Tu sais, crayon et tout. Mais j'avais mes idées, franchement, elles étaient folles, quoi. Et puis j'ai quand même fini 3e de ce concours-là, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Et du coup, je suis pas passé en
en photo, mais il y a marqué Mathieu, 15 ans, Bretagne. Bon, c'est pas avec les qualifications en Bretagne, mais c'est avec le design, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, je me suis fait remarquer, mais différemment, du coup. Trop drôle. Jusqu'à aller à des mecs du nord de la France, un peu partout. C'était à l'époque des skyblogs et tout, du coup, tu devais... Complètement. Et même ma mère m'a dit, mais t'as vu, mais faut que tu bosses à l'école, quoi, parce que je passais tous mes soirs, je rentrais, je faisais mes devoirs, machin, et tous les soirs, c'était musique à fond dans la chambre, et stickers, et je gagnais 3 sous par-ci, par-là, quoi, du coup. Ma mère me dit, putain, mais tu devrais acheter une machine, fais quelque chose, mais en fait, on avait zéro notion zéro notion du graphisme. De rien, il y avait un potentiel, quoi. Il y avait quelque chose à faire, j'ai laissé tomber. Il faut écouter les mamans. Hein. Et ouais, c'est clair, c'est clair, il faut toujours écouter les mamans. C'est fou. Et ça s'est arrêté comme ça, parce qu'après, on rentre dans la vie active aussi. Et du coup, justement, à ce moment-là, tu avais 15-16 ans, ça donnait quoi tu faisais quoi à l'école, les études 15-16 ans, donc c'est fin de collège, début de lycée. Début lycée, ouais. Je suis rentré en menuiserie. Tu voulais faire ça? J'ai pas trop de souvenirs. Je sais que j'aimais bien bricoler. Manuel déjà, avant? Oui, quand même. Bah ouais, du fait que je dessinais pas mal et tout. Et mon père m'a dit clairement, pour la moto, faut que tu t'apprennes. Ok, on fait de la moto, mais c'est à toi de faire ta mécanique aussi. Donc tu apprends un peu à faire la mécanique. Et j'aimais bien bricoler aussi à droite, à gauche, dans ma chambre, tout comme ça. D'accord. Et puis ça allait assez naturellement vers... Du coup, très vite dans la vie active Pas du tout. J'ai fait quand même un cursus classique en professionnel, donc BEP, Bac Pro. Mais tu gagnes quand même ta vie tôt, non? À 16 ans, tu as les stages, tu as un peu stages, d'argent. Bon, c'est des stages... il te file un pourboire, en gros, le patron, s'il veut bien, quoi, à la fin du stage. Donc, non... on va dire que j'allais aux échalotes avec les frangins QF chez eux. Je passais une semaine chez eux et puis on faisait l'argent de poche pour l'été, quoi. C'est un peu les cons aussi, mais ouais, on a passé des bons moments et puis ça faisait un peu d'argent de poche pour payer une tenue, un truc, un maillot, enfin des pièces pour la moto. Même mes parents me suivaient évidemment, parce qu'à 14 ans, c'était pas autonome. On le dit à chaque fois, hein, c'est une histoire de famille. Hein. Tu es obligé, le motocross, la famille suit et à fond derrière. Hein. C'est un sport individuel, mais c'est clair que si tu n'as pas l'entourage. Et puis surtout, c'est eux ils ont autant envie que toi de te voir sur la moto. Donc, c'est un plaisir mutuel. Hein. Ouais. Et c'est que des bons souvenirs. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec les parents. Les souvenirs de fou, en fait. Ça manque, hein, mine de rien. Souvenirs de fou. Souvenirs de fou dans le sens où un jour, même c'était à tel point, péter la boîte sur la Laguna, mon père il appelle mes grands-parents, il y a Plouane là, est-ce qu'on peut prendre la voiture pour aller, on ne sait pas, on est inscrit et tout, alors qu'il n'y avait aucun enjeu, enfin je veux dire, tu vois, c'est peut-être ma deuxième, troisième année de moto, quoi. Ouais. Et on est allé à Plouane avec une 309 qui pesait 2 fois moins de poids que la caravane derrière. Ouais, mais tout ça, c'était une passion commune. C'était votre plaisir, votre moyen de partager des moments en famille, quoi. C'est ça. Et pour nous tous, c'était ça. Hein. Sur les moments, c'est de la galère, mais tu y repenses après. C'était des souvenirs de dingue. Hein. C'est ça. On prenait nos vélos, on allait faire du vélo sur le circuit de moto la veille. Pendant les parents, ils buvaient un coup de rosé, quoi. Ou alors, entre les manches, t'allais jouer avec des copains à construire des petits terrains. On fait de la moto et entre les manches, on construit des petits terrains de moto. C'est ça. Bon, après, voilà, c'est que des super souvenirs. Donc, du coup, dans l'école. Et puis, après le lycée, je rentre dans la vie active, quoi. Ok. T'as été épargné durant ce jeune âge par les blessures, toi? J'ai eu quelques bricoles, mais c'était plus en 125 quand je suis passé en 125. Et là, tu étais à l'aube du passage en 125 là. Je suis passé en 125 à 16 ans. Ouais. 16 ans, 17 ans. D'accord. 17 ans, parce que c'était en 2008, ma première saison 125. Ok. Et puis, il était temps, parce que forcément, tu es trop grand pour la 85. La fin, Non, des bons moments aussi. Et puis après, voilà, il y a
là, forcément, tu as plein de copains à ce moment-là. Quand tu fais tous les courses, tous les week-ends, tu te retrouves, t'attends qu'une chose, c'est quitter tes copains de collège ou de lycée pour retrouver tes copains quitter la routine de la semaine. Voilà, c'est ça. Tu fais tes devoirs dans le camping-car pour y aller. Et puis quand tu arrives, tu as fini tes devoirs et feu, c'est reparti pour un week-end de bons moments, quoi. Au plein air, sans écran. C'est la folie, hein. C'était un autre monde. Hein. Ouais, c'était pas pareil, mais bon, après, c'était une autre époque. Mais et du coup, là, plusieurs années sur la moto, là, donc les résultats s'amélioraient un petit peu ou c'était toujours... Ouais, il y a toujours eu un gros niveau en Bretagne. Ouais. Première année 125, j'ai dû réussir à me qualifier quand même en MX2. À l'époque, c'était... ils n'avaient pas dissocié la catégorie 125 encore. Ok. Ouais, c'était 125 et 254 ans en même temps. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment dire, ma première qualification, c'était à Saint-Renan. Ok. Donc à domicile. Et je pense que c'était pas du fait que je me sentais chez moi un peu, tu sais, à l'aise avec le circuit, parce que on l'a poncé pas mal de fois ce circuit aussi. Et j'ai toujours adoré ce circuit aussi. Et première qualif, donc je me dis bon, moi c'est parti, quoi. On va se qualifier à chaque fois avec les tops en fait. Ouais. C'était qui devant à ce moment-là? 2008, je pense que ça devait être peut-être Charles François, Florian Stervinou. Ok. Sylvain Legade était là aussi. Et il y avait pas mal d'anglais aussi. Je sais pas si tu te souviens. Mais on en parlait avec Tanguy l'autre jour. Il y a eu pas mal d'anglais. Moi, je me souviens, le nom qui m'est revenu, c'était Daniel Moon. Ouais. Mais après, les autres, à Sarnan aussi, je sais plus. Ouais, c'est lui qui avait fait un gros crash aussi. Ouais. Ouais. Et il y en avait d'autres. Ryan Gregory, lui aussi. Mais lui, eux, ils étaient en 85 avec moi. Après, je sais pas s'ils étaient là. Il y en avait un qui avait le même nom qu'un freestyler aussi, Bertram. Ah ouais, je sais pas si tu te rappelles. Je me souviens du freestyler, mais pas de l'anglais. Et il était chaud patate aussi. Ok. Il était chaud patate. Et tout ça, c'était cette génération-là. Ok. Et donc je me qualifie à Sarnan, bonne expérience. Toujours de l'appréhension, mais moins parce que j'avais déjà 3-4 ans de moto derrière moi. Et puis après les courses d'après, non, pas qualifié toujours. Il a fallu attendre un petit peu. 2009, c'était beaucoup mieux. Deuxième année 125, donc tu as déjà une année d'expérience, donc tu as essuyé un peu les plâtres. Et là, c'était beaucoup mieux. Mais j'avais quand même envie de passer au 4 ans. Je voyais tous les copains qui passaient au 4 ans. Et je l'avais essayé le 4 ans déjà. Et c'était rien à voir. Hein. C'est une autre discipline presque. C'est plus de facilité, je trouvais. Ça pardonne. Hein. Ouais. Ça essuie les erreurs, pas mal. Ouais. Et il y avait, mine de rien, pas mal de traction. Bah oui, c'est sûr que, comme on dit, hein, c'est plus simple, même si les meilleurs, il faut être très très bon. Ouais. Mais c'est une moto qui te fait apprécier le motocross encore plus et qui te rend le job plus simple, quoi. C'est clair. Et du coup, cette année 2009, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais que je m'étais entraîné bien plus sérieusement l'hiver. Ok. Donc je visais la qualification, c'était le but dès le début de saison. Pas qualif, c'était à Romagny, un temps atroce. Tu parlais du gros terrain comme pour les Morlaix, le Kellern. Romagny, c'est quand même un sacré terrain aussi. Ouais, moi j'aimais pas du tout le circuit, mais. Il a l'air plus fun maintenant. J'ai pas été, je crois, depuis cette année-là. Ouais. Donc, parce que je crois pas qu'il y ait eu de Bretagne depuis là-bas. Je pourrais pas te dire. Je sais plus. Mais on parle. Ouais, c'était en 2009 quand même, donc ça remonte un peu. Ouais. Et la saison, je sais que je me blesse à Plouane la course d'après. Okay. Donc je crois que c'était ma première blessure. Un écrasement de la main au départ. Tu t'es fait rouler dessus? Je suis tombé au départ, je sais, et j'ai dû prendre ma main, m'accrocher sur un cale-pied, et puis avec la botte d'un pilote, ça a dû écraser, quoi. La journée s'est arrêtée là, du coup. Les fractures Non, on avait fait des radios, c'était bien gonflé, mais c'était pas cassé. Grosse contusion, quoi. C'est ça. Et après, je sais que cette année-là, je me suis reblessé à Saint-Renan. À domicile?
À domicile, pas qualifié, mais j'avais fait des manches correctes en crit. Je crois que je devais faire en 3-4. Critérium, voilà. Critérium. Et en finale Critérium, je sais qu'il y avait le virage. Après, je te montre parler de Daniel Moon, là où il était tombé. Là. Ça faisait une petite table. Après, il y a un gros virage à gauche qui remontait. Ouais. Et là, il y avait une ornière dans l'extérieur avec une pierre. Et le cale-pied, ça a servi de levier avec le pied. Et je me suis ouvert tout le pied en dessous, quoi. Et là, première fracture du pied sans tomber. Oui. Et donc les métatarses, là. Donc fin du bal, là aussi. Et, opération et tout? Non. Non. Par contre, j'avais eu des soins. Je sais que comme la peau avait craqué et tout. Pas eu de point de suture, mais l'infirmière a dit qu'il aurait fallu faire des points. Ok. Ça allait mieux quand même à arriver à Saint-Brieuc. 3 semaines après? Ouais, 3 semaines, un mois après, je crois que c'était. Bah, quoi que non, c'était peut-être 3 semaines après, parce que c'était le 1er mai, ça a toujours été le 1er mai. Ouais. Et Saint-Brieuc, je crois que c'était quelque chose comme avant-dernier week-end de mai ou dernier week-end de mai. J'ai jamais roulé là-bas. Et bah, j'ai adoré le circuit à tout à l'ancienne et tout, là. C'était impressionnant, la fameuse côte Peugeot, là. Je connais même pas le terrain. Je sais que c'est un peu typé Kellern, enfin, c'est montée, descente énorme. J'ai jamais fait de montée aussi raide que ça, et même à ce jour, j'ai pas souvenir. D'accord. Descente, oui, parce qu'à Romagné, il y avait une méga marche en descente. Oui. Après le départ, celle-là était bien raide. Encore après, ils avaient fait, et que même une année, Pourcel il s'était posé la question de sauter de la marche derrière la table, parce qu'il y avait une table juste après cette fameuse descente-là. Là. Ah oui, je vois, celle-là. Où il y avait des whoops après, là. Ouais, c'est ça. Ok. C'est un peu toujours pareil, je crois, mais il n'y a plus la marche, quoi, vraiment. D'accord. Il avait pensé sauter la marche, atterrir sur la table. Ouais, nous, on avait roulé le samedi en 85 à cette époque-là. Et du coup, en faisant le tour de piste à pied, c'était ce qui s'était dit, quoi. Donc, voilà. Qu'il n'a pas fait. Comment ? Qu'il n'a pas fait. Non. On l'aurait su, je pense. Ouais, et puis comme c'était gras, je pense que. C'était plus ou moins réalisable, mais il aurait perdu du temps, je pense, à le faire. Il fallait vraiment arriver droit. Ouais. Et donc après, je me souviens plus trop des courses que j'ai fait après. Par contre, je sais que j'avais travaillé tout l'été en emploi d'été. Ok. Et que j'avais vendu mon 125 YZ à ce moment-là. Pour passer au 4 temps. Dans l'objectif de passer au 4 temps, du coup, ouais. Donc là, on est en 2000. On était en 2009, mais ouais, c'est ça, 2009. Donc non, c'était c'était pas pour passer au 4 ans, c'était pour racheter une nouvelle 125. Ok. La même, du coup, mais avoir une moto. T'étais sur Yamaha à l'époque ? Ouais, Yamaha 125, ouais, YZ. Et on était. Donc je travaillais l'été, je faisais les ménages dans les décathlons, tout ça le matin, avant les ouvertures et après fermeture le soir. Pour me faire mon argent de poche parce que j'avais eu mon permis déjà à ce moment-là. Et les jumeaux QF on avait un copain normand, du coup, Guillaume Allais, qui nous avait dit les gars, il y a un terrain par chez moi, vraiment pas mal, quoi. Et ils font un week-end, là. On a prévenu qu'on venait rouler, si ça vous dit, c'était le week-end du 15 août. Si ça vous dit, venez rouler, quoi. Ok, ben. Moi, je dis, je peux pas, j'ai vendu ma moto, donc, et puis je travaille. Et un autre copain qu'on avait en commun à l'époque qui me dit, écoute, moi je retourne chez moi à Marseille et si tu veux, je te prête ma moto. Wow, trop cool, quoi. Un pote qui te prête sa moto, c'est sympa, quoi. Ouais. Je dis, non, je peux pas. Et il me dit, si, au moins, je sais où aller. En plus, il n'y a pas de risque de se la faire voler, tout ça. Ok. Je dis, c'est quand, du coup, le roulage ? Le 15 août. Donc samedi, dimanche, il n'y avait pas le samedi était férié, c'était le samedi 15 août. Bah ouais, toujours. Et je me souviens, j'avais pris, mes parents étaient en vacances, donc j'avais chargé la saxo de ma mère, essence, tenue de moto, tout ce que je pouvais. Je finis le soir à 21h15 le ménage et je me casse maintenant, j'y vais. Et c'était à Gorges, en Normandie. Donc,
Et j'étais en plein centre de Brest à bosser à ce moment-là. Ouais, donc t'avais bien 4-5 heures de route, quoi. Ouais, j'avais fait fumer la saxo à ce moment-là. On me dit, tu vas en week-end à faire de la moto. J'ai dû mettre 3 heures. Je sais que j'étais arrivé à minuit. J'étais dans le camping-car des Keufs et extinction des feux. Et puis et c'était parti pour un week-end de folie, quoi. Et c'était quoi la moto que ton pote t'avait prêtée ? La même que j'avais, un 125YZ, où je connaissais la machine. Et du coup, j'étais arrivé, mais pas vu le circuit, quoi, du coup. Et là, on se lève le matin. Circuit de folie, un peu comme plus moderne, mais c'était modernisé, parce que c'était, je crois que c'était le circuit d'Antoine Charot à Gorges. Okay. Enfin, en tout cas, c'est son père qui ouvrait le circuit. Je sais pas si je me souviens d'Antoine, ouais. Je roulais avec lui. Il était un peu plus jeune que moi, il avait 1 an de moins que moi, mais au tout début, quand il est arrivé au championnat de Bretagne, quand j'avais 8 ans, lui, 7, un truc comme ça, on était souvent ensemble sur le parcours. Ouais. Et après, lui, il a plus évolué, donc on se voyait moins, mais oui, Antoine Charot au début, ouais. Moi, je me souviens que du nom, mais parce que je pense qu'il a peut-être arrêté après Je pourrais pas te dire la suite de sa carrière, mais je me souviens que quand moi j'ai arrêté, il jouait les premiers rôles du Bretagne aussi, quoi. Ça roulait. Ouais. On avait des bons pilotes en 80. Ça roulait très fort, hein. On en parlait auparavant sur les autres podcasts. On était déjà 45 sur la grille et on disait, hein, tu finis dans les 15-10 au Bretagne, tu fais dans les 15-10 au France. Ouais, hein, c'était ça, c'est clair. Ça roulait très fort. Hein. Tu étais super content quand tu étais dans les 10. Moi, je me bagarrais tout le temps entre 6 et 15. Ouais. Mais tu pouvais finir 6, mais comme tu pouvais finir 15, donc on n'est pas l'image du SXUS en ce moment où les 12 premiers peuvent gagner, mais ça se bataillait sévère, quoi. Tu pouvais vraiment faire des places, tu pouvais être dans les premiers comme tu pouvais être aux portes du top 10. Ouais, carrément. Ouais, ça roulait très fort. Et du coup ce week-end-là, donc je découvre le terrain de fou et tout. Allez-y les gars, c'est bon, c'est ouvert, vous pouvez rouler. On était peut-être 5-6 à rouler, quoi. Okay. On était une petite équipe de Finistériens, là. Donc chez Guillaume, du coup. Et on roule, terrain de folie, j'arrivais à sauter tous les sauts, alors que franchement, c'était assez gros les sauts, mais vraiment bien formés. Tellement le terrain était bien fait. Moi, je trouvais que c'était sécurisant, donc du coup, tu te sens pousser des ailes, entre guillemets, et bon, t'es pas chez toi, t'es en vacances, tout s'était aligné comme il fallait pour sauter, tout ça, c'était top. Et donc ça, c'était le samedi, et le samedi après-midi, on voit le sprinter Red Bull KTM qui arrive. Je dis, c'est quoi ça? Et qui c'est qui sort? C'était Marvin Musquin, que tu vois à la télé. Et c'était au moment, donc c'était en 2009, donc il venait de lâcher Honda pour KTM. Tu imagines, tu roules avec le mec, il est en tête du championnat du monde. Gros souvenir ce week-end-là. On avait passé un week-end de fou. Le dimanche, c'était top. Il y avait le mec qui testait les motos pour Moto Verte qui était là. T'as l'impression d'être. Un week-end qui n'était pas prévu et qui s'est au final. Et c'est souvent ceux-là les meilleurs. C'est tout le temps ça. C'est souvent ceux-là les meilleurs. C'était top. On avait passé un bon week-end. Et après ça, il y a eu d'autres courses cette année-là, mais je m'en souviens pas trop. Je sais que je fais OC avec la moto du collègue, vu que j'avais... Ah oui, donc c'est ça. J'avais fait que OC après, je crois, parce que comme j'avais vendu ma moto, j'avais pas reçu la nouvelle. D'accord. Et c'était cool. C'était cool, j'ai fini la saison sans encombre. Et après 2010, 2011, 125 toujours. J'ai pas trop de souvenirs de ces 2 saisons-là. En 2010-2011, je pense que j'avais hâte d'arrêter le 125. Plus d'autocollants à cette époque-là? Carrément. Si. C'était là que j'étais plein pot en 2010. 2010, j'étais à fond dedans. J'avais même découpé une canette Red Bull pour mettre sur la bonbonne d'azote là, de l'amortisseur arrière. Parce que je voyais que les ricains, ils faisaient des trucs un peu qui sortaient de l'ordinaire. Je me dis, faut que je fasse ça. Moi, si j'étais pas en tête du championnat, je m'en fous. Ça me faisait plaisir de le faire. Et du coup, je pense que les gens, ils voyaient, j'avais peut-être un peu de goût, quoi. Donc, tu peux me faire un autocollant. Et puis après, ils sont arrivés sur les
les pare-pierres Thor, là, tu sais, que tu mettais par-dessus. C'est vrai, là, les sentinelles. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour ça, il avait ça. Du coup, j'ai commencé à faire les flocages derrière. Ok. Et c'était un pote à moi qui me fournissait en Vénilia à l'époque. J'achetais rien, quoi. Il bossait en sérigraphie. Et Trop cool. donc, à bout d'un moment, le stock, il s'est épuisé aussi. Et puis voilà, après, ça s'est arrêté plus ou moins naturellement, parce que j'ai commencé dans la vie active. Mhm. En 2011, fin 2010. Ok. Toujours en menuiserie. Non, j'ai commencé par ensacher des crêpes chez Wahoo. Ok. Et là, donc tu passes de vacances de folie avec des potes, plus l'école où c'était la rigolade. Hein, Ouais. Franchement, ça s'était bien passé les années lycée, j'ai eu mes diplômes et tout. Mais tu sais, c'était trop à la cool presque. Et là, tu passes dans le monde de la vie active. Ouais, le réel. Pouah, tu prends un coup de marteau un coup de pelle sur la figure. Mais fallait y aller, hein, de toute façon, parce que pareil, j'étais pris je crois que c'était je sais plus ce que c'est après le bac pro, BTS ou licence, je sais même plus. Oui, c'est BTS. Ouais. Bah, ça dépend. Tu peux avoir le BTS ou la licence où c'est 3 ans et le BTS c'était 2, il me semble. Et j'avais été pris dans une école, mais c'était, je crois que c'était quelque part vers New York, quelque chose comme ça. Mes parents m'ont dit, bah écoute, c'est soit la moto, soit il te faut un appart quoi, pour aller, si tu veux continuer tes études. Moi à 18 ans, les études, la moto, quoi, du coup. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai commencé chez Wahoo, à ensacher des crêpes. J'ai fait ça trop mots. J'ai dit, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus de ça. On me dit que t'as mis 15 secondes de trop pour ensacher des crêpes. Pour devenir zinzin. Ah ouais, ça en était là. Ouais, c'était presque comme ça. Après, voilà, franchement, j'admire les gens qui font ça parce que Bah, il en faut. C'est un métier. Hein. Ouais. Et vraiment, ouais, non, du coup, j'ai arrêté assez vite et j'ai réussi à trouver du boulot dans la menuiserie. Bon, ça commence par des CDD et après des CDI. Et entre-temps, mes parents ont arrêté aussi de payer la moto. Ils m'accompagnaient toujours sur les courses. C'est toujours une histoire de famille. Ouais, toujours, complètement. Bon, mon père entre-temps est arrivé secrétaire du motoclub à Guissény, commissaire de piste, et depuis directeur de course. Ok. Investi pleinement. Ah, mais aujourd'hui, il est à 300% plus que moi. Hein. Ok. Ah ouais, il est... je crois qu'il est dans la commission de motocross aussi. Ok, donc il pratique, mais à sa façon. Quoi. Ouais, c'est ça, tout ce il se fait plaisir comme ça en fait. Il se fait plaisir comme ça. En plus, il est vraiment de bonne poire. Il essaye de contenter tout le monde. C'est impossible de contenter tout le monde. Ça. Et justement, il essaye de trop peut-être contenter les gens. Et il veut que tout le monde soit heureux. C'est pas facile, je pense. Des fois, on s'accroche un peu avec ça parce qu'il est pour. Du côté des commissaires, moi je suis pilote, donc je suis plus côté pilote. Ouais. Et en même temps, de temps en temps, du coup, j'ai fait commissaire aussi. Il faut prendre le recul de tout ça. Il y a des améliorations dans les deux, justement, voilà. On en viendra après, c'est une question que je veux te poser. Complètement. Enfin bref, voilà, il s'est investi entre-temps à fond les ballons. Mais tu finançais tes saisons. Exactement. Et je me suis donc payé ma 250 CRF. Ok. Et là, changement radical, hein, le 4 temps, donc ça c'était en 2012. Ok. Vraiment, vraiment top. Et là, déclic du coup sur la moto, parce que tu passes un step. La 125, finalement, j'avais peut-être pas, j'en sais rien, le pilotage pour ça. C'est sûr, il y a des pilotes qui sont plus typés de temps, l'agressivité, l'embrayage, la souplesse et d'autres la souplesse du 4 temps. Hein. Carrément. Et du coup, naturellement, les premières qualifications, enfin les premières qualifications consécutives sont arrivées beaucoup plus vite. Quoi. Donc 2012, j'ai même gagné ma première course officiellement, on va dire, parce que j'avais une coupe en 80 en non qualifié, premier cadet. Donc ça donne de la confiance aussi, mine. Ouais, c'est sûr. J'ai gagné une endurance avec les frères QF en 85 aussi à Pleyber-Christ. Ok.
Et ça, c'était top aussi. Et pour revenir, c'était à Saint-Renan. Première course domicile en plus, que je gagne. Première manche Critérium le matin, ça s'était pas très bien passé. Je me souviens, c'était la grosse boue. Et l'après-midi, c'était au tout début qui griffait les circuits à midi et tout. Vraiment, circuit refait, quoi. Balle neuve, on remet tout à plat, t'as une deuxième chance. Et là, je me mets derrière la grille et je sais pas si t'as gagné des manches ou quoi. Non, j'ai pas eu l'occasion de gagner des manches. Et ben, le peu que j'ai gagné, tu sais que tu vas gagner en fait. Je me mets derrière la grille et là, all shot et je gagne. Je crois que j'avais gagné avec pas mal d'avance en plus. Ok. Donc c'était en critérium, je précise, mais voilà. Et après, finale crit, je pars bien aussi. Ok. J'étais en tête une partie de la finale. Et je finis deuxième parce que je pense que j'avais la langue dans la chaîne, très clairement. Et j'étais trop sur une autre planète à me dire je suis chez Emo, machin, tout ça. Ouais. Donc je repars avec une coupe. Monter sur le podium et tout, quoi. Franchement, tu sais pas quoi raconter dans le micro. Enfin, c'est incroyable. Et voilà, première course que je gagne. Et les autres week-ends d'après se passent vraiment pas mal en plus, toujours. Guy Sény arrive, donc mon club. Je fais 3e de la finale crit. Trop bien. Je fais 3 et 3, je crois, quelque chose comme ça. Ou 2 donc encore une fois, podium. Ouais, podium. Et après, nouveau circuit, c'était presque dans le fin fond de l'île-et-Vilaine, à Louvigné du désert. Ok. Première manche, all shot, rebelote. Oh la vache, putain, la folie, quoi. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'était en critérium, mais je veux dire, c'est un déclip quand même, quoi. Enfin, c'est cool, quoi. Et là, il me semble qu'on a fait qu'une manche. Je crois que je fais 2 ou 3 de cette course-là. Non, je pars bien en première manche et je finis 8 parce que je reste tanké dans une montée. Et par contre, la finale, je fais 2 ou 3. Ok. Donc, pas podium. Je fais podium de manche, mais pas podium. Et voilà. Et puis, après, voilà, je suis resté sur ce niveau-là jusqu'à la fin de saison. Et j'ai toujours eu cette idée en tête de vouloir progresser aussi. Et mon père, il trouvait aussi que je progressais. Donc, ça, c'était un peu l'excitation, quoi. Ouais. Gentiment, mais voilà. Ça, tu sentais qu'il y avait une marge de progression qui est encore devant toi, quoi. Ouais, carrément. Et on nous avait parlé d'un gars qui donnait des stages de pilotage. Donc en 2013, je me dis, je vais faire préparer mes suspensions, je vais mettre les chances de mon côté. Ok. Je fais préparer mes suspensions et je m'inscris au fameux stage. C'était le début mars. Je me souviens, on arrive à Vasse, donc à côté du Mans. Je connais pas. Un circuit sympa, pas mal, et c'était gelé. La piste était gelée. Il y avait Léo Lequerry à l'époque qui était dans le stage aussi. Ils étaient assez habitués. C'était pas comme un collectif maintenant, mais tu voyais que c'était souvent les mêmes pilotes. Et là, c'était. On commence par faire des chronos le matin, échauffement, tout ça évidemment avant. Franchement, tu avais vraiment l'impression d'être un pilote pro. C'était en pôle espoir, quoi. Ah, mais un truc de malade. Tu vas courir 20 minutes, une demi-heure. Après, tu fais des exercices autour de la moto, des trucs trop cons auxquels tu n'aurais pas pensé. Un peu d'exercice cardio. Tu es en bas d'un talus, tu dois aller toucher un pneu, redescendre. Tu as des courses de relais avec pour faire monter la... Ouais, tu te sentais pilote pro en préparation pour ça. Il y avait la fille du moniteur qui nous filmait, donc on regardait les films le soir après la journée. Et on avait des free laps, tu sais, pour faire les chronos, pour faire travailler des sections et tout. Donc le samedi matin, on avait eu un temps de référence pour le week-end. Comme ça, tu faisais le même le dimanche soir, quoi. C'était sur 3 jours, donc le lundi. Okay. Et le lundi, c'était la neige. Il neigeait. Le terrain était défoncé, du coup, on avait roulé 3 jours. Il y avait 2 moniteurs. Et là, je fais
le fameux dernier tour chrono pour voir si on a progressé dans le week-end. Donc tu pars terrain 9 le samedi, tu fais un chrono, terrain détruit le lundi, et t'es fatigué aussi. Et t'as mieux roulé. J'ai gagné 8 secondes dans mon week-end. Au tour, donc c'est énorme, avec terrain 9 et défoncé. Du coup, la progression était cool, quoi. Dans le week-end, ça a porté ses fruits, quoi. Tu m'étonnes. Du coup, j'étais comme un fou pour le début de saison. Et ça s'est vérifié tout de suite. Je fais 12 fois à Pouane, je me qualifie, je fais dans le 12-15 par là. Donc mid-pack, mais... dans les points de la grosse catégorie. Ouais, c'est ça. Quand tu es dans les 15-20, j'espérais pas mieux, quoi. Et là, tu es aux portes du top 10. Ouais, faut pas exagérer non plus. 12. Que, 12, ouais, mais c'est vrai, dans les 12-15, ouais, c'est ça. Ouais. Et après, première grosse blessure, la deuxième course, je me fais les ligaments croisés au départ de la première manche. Avec Voulin, j'avais fait un beau chrono. Enfin, j'étais content de moi, en tout cas. J'étais là où il fallait que je sois, je pense, en tout cas. Donc là, on était en 2013. 2013. Ok. 2013. Et puis, je me blesse. Premièrement, je saute sur un gars au départ. J'atterris sur sa moto sans tomber. Mais c'est mon pied qui tape en premier le sol. Donc, tu as le poids de la moto plus la bosse, quoi. Et le pivot, quoi. Et ouais, je me suis même un peu fissuré le fémur la tête du fémur, ça s'est un peu fissuré en deux. Mais apparemment, ça fait ça à chaque fois qu'on se fait un ligament. Enfin, c'est ce que le chirurgien m'a dit. Moi, j'avais eu, c'est peut-être pareil, hein, la tête du plateau tibial. Est-ce que c'est ça? C'était pas le plateau tibial. Le plateau tibial, du coup, c'est en dessous. Donc. Ouais. Et moi, j'avais eu ça, ligament croisé et plateau tibial. D'accord. Ouais, il m'a dit que c'était comme ça, le gars. Le chirurgien, il me dit c'est normal. Donc opération et tout. Quoi. Opération, fin de chantier pendant 9 mois. Entre-temps, j'avais quitté mon boulot. Ok. On m'avait aidé à le quitter. Et j'ai repris le travail après aussi entre-temps. Fin 2013, je me suis dit, bon allez, on reprend la moto tranquillement. Là, j'étais vraiment dans la vie active, j'avais mon appart et tout, avec ma copine. Et je me suis dit, je prends une licence entraînement cette année. Enfin, c'était une licence B à l'époque. Et pour l'anecdote de ma blessure en 2013, c'était le jour de Pâques, le lundi de Pâques. Goudelin, c'est le lundi de Pâques. Et donc... 2013, donc je reprends l'entraînement à Loun Plage, donc tout faux. Tu vois, première fois dans du sable, avec un 2,5 CRF qui était un peu mou, ils étaient réputés mous de coffre. Avec un genou fraîchement réparé dans du sable. Mais n'importe quoi. J'ai fait du vélo à bloc et tout avant, mais bon, j'avais pas le roulage, donc tous mes potes avaient kiffé leur week-end. Moi, j'ai l'impression de commencer la moto. Tu m'étonnes. Mais c'était ça s'est passé comme ça. Du coup, de là, je me suis dit je prends une licence entraînement pour 2014. Ok. Je prends une licence entraînement, mais je roulais toujours autant à Guissény, quoi, à la maison, on peut dire, hein, parce que c'était mon club, j'allais tout le temps là-bas rouler. Et donc lundi de Pâques, week-end de Pâques en 2014, paf, je me blesse à l'entraînement à Guissény. Je me suis blessé 1 an, jour pour jour après, et à l'autre jambe, je me suis pété le péroné. Ah, donc tu roules plus maintenant les premiers de Pâques, ça? J'ai conjuré le sort depuis, parce que j'ai roulé, j'ai réessayé de rouler tranquille. Moi, j'y vais à tâtons quand même, parce que deux fois la même date, jour pour jour. Ça fait réfléchir, hein, mine de rien. On dit on devient superstitieux, mais des fois, la vie fait que on est obligé de le devenir. Hein. On se dit qu'on n'est pas superstitieux, mais on l'est tous. Complètement superstitieux. Quand tu t'habilles, tu mets ta tenue de moto, tu as tes habitudes. C'est dingue, mais ça peut te bouffer des fois. Ouais, carrément. Carrément. Et puis donc je me blesse, péroné, fracture du péroné. Oh, purée. Comment tu as fait? Ça faisait une table en descente à Guissény, et après ça faisait une ligne droite avec un espèce de saut à plat, de dôme un peu, en montée après le départ.
Prends le départ à Guissény, ça fait un virage à gauche qui descend et tu remontes là. Oui. Et là, le terrain était nickel neuf, il commençait à avoir une petite pluie et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû prendre un trou, quelque chose comme ça, et je me suis envolé avec la moto, j'ai pas trop de souvenirs. Je pense pas avoir perdu connaissance, franchement, mais pourtant, dans la rapidité du truc, c'est ça, et c'est le collègue qui ouvrait le terrain qui m'a dit ah bah t'avais les yeux fermés quand t'es... Donc j'ai peut-être fait un petit laps de temps vite fait. Il me dit t'es tout pâle quand même, donc je dis je sais pas, j'ai mal à la jambe et tout, c'est bizarre, mais je marchais quand même quoi. Ok. Pour moi je marche, j'attends un peu dans le fond, je reprends un peu mes esprits quand même. Et puis, j'arrive chez moi, je dis, peut-être aller faire un tour à l'hosto quand même, parce que j'ai bien mal à la guibole. Et là, direct, on me dit, le péroné est cassé en deux, donc C'est ça qui est fou, autant le tibia, tu peux pas marcher, mais le péroné, s'il est cassé, tu peux marcher. Ouais. Et puis ça fait mal, mais... Et le médecin te dit, c'est un dos qui sert à rien en plus. C'est inutile. Et c'est long à se remettre, c'est compliqué à se remettre. Ça peut être compliqué. Ouais, et pas de bol, j'étais plâtré en dessous de la fracture en plus, donc première nuit horrible. Je retourne aux urgences le lendemain, je dis c'est bizarre, j'ai quand même des grosses sueurs froides là. Je pose pas le pied, mais ça va pas quoi. Donc ils m'ont recoupé, replâtré, et là c'était parti pour 1 mois et demi quoi, du coup sans moto. Après ça, la 2,5 je l'ai vendue. Je suis allé voir plus les copains rouler, donc fin 2013 tout ça. Et je m'entendais bien avec Pierre-Louis Le Boniec. À ce moment-là aussi, toujours d'ailleurs, mais on se côtoyait plus qu'il faisait les saisons de cross. Et j'ai décidé, j'ai dit, tu vends des motos aussi, donc comme il fait la saison, pour avoir les pièces, en plus c'était facile, mais sur le terrain, tu échangeais les pièces, c'était top quoi. Et donc ça c'était en fin 2014, donc j'ai pris une Kawa 450 avec lui du coup ce qu'on appelle en caisse là. Donc tu la payes moins cher. Et il m'avait repris ma Honda du coup à l'époque. Et donc voilà, j'ai pris un 450. Je me suis dit moins d'entretien à faire, je peux rouler tranquillement, de faire plaisir. Et en fait, je roulais pas mal avec la 450. Et entre temps, on avait des projets avec ma compagne, donc. On a refait un peu la maison, on venait d'acheter une maison, tout ça. Donc j'ai pris la saison de cours et il y avait plus des trophées clubs, des trucs comme ça. Et j'étais à l'aise dans ces trophées clubs, c'était pas mal. C'était cool à faire en plus. T'as pas d'objectif de quoi que ce soit. C'est top quoi. Tu faisais les courses que t'aimais cette année. Exactement, c'est ça. Je fais les courses que j'aimais, les terrains que je connaissais pas, que j'avais envie d'y aller. Quoi. Et donc mon père me disait que je trouvais pas mal à voir sur la 450 KW, c'était cool. Donc ça c'était 2015. Et fin 2015, je me dis allez, on repart pour une saison quoi. En fait, j'avais eu ma maison, tout ça, je travaillais, j'étais stable. C'est bon, j'ai fait les corvées d'adultes. Voilà, exactement. Et c'est ça, exactement. Corvée d'adulte. Je me dis, je pars pour une saison. Et là, je m'entraîne comme un fou, mais je n'avais pas de budget trop quand même. Mais je voulais quand même faire la saison. Et Pierre-Louis m'avait proposé un deal, quoi. Donc, j'avais des bonnes remises et tout. Franchement, merci à lui d'ailleurs pour cette saison-là. Et non, c'était top. C'est ma première saison complète en motocross, où je me suis qualifié à toutes ces courses-là, toutes les super finales qu'il y avait encore à l'époque. Donc j'étais dans les points, des bonnes bourres avec les concurrents, quoi. C'était cool. J'ai pas de souvenir particulier de cette saison-là, hormis la première course à Pouane encore. Je pète mes joints spi au chrono le matin, et c'était une fourche à air sur la Kawa. C'est vrai, ouais. Et du coup, la fourche, la moto en boc. Du coup, j'ai mon pote qui me prête les fourches de la Kawa de son frère, mais qui était de 2009. Donc à huile. À huile, exactement. Et on a regardé vite fait le diamètre, on s'est dit c'est bon. Sauf que, en fait, je gagne les 2 manches crit de l'époque. À ce moment-là, je gagne les 2 manches crit.
Et quand je rentre des 2 manches à chaque fois, Embuté dans le guidon. guidon. Ouais, c'était sûr. Et il avait un joint speed cassé côté disque de frein. Donc on avait bidouillé un bout de sopalin dans le cache-poussière. Ok. Et j'étais content d'avoir gagné une course, voilà, parce que j'en ai pas gagné beaucoup. Et en même temps pas content parce que moi mon objectif c'était de me qualifier cette année-là et de rouler tout le temps dans MX1 quoi du coup. Donc voilà, j'ai fait toute cette saison-là en 2016 et 2017 j'ai fait quelques courses plus les débuts de championnat sans trop finir les championnats parce que j'avais atteint mon objectif de faire une saison complète. 2018, je me suis installé à mon compte en menuiserie, donc c'était un peu entre deux quoi du coup. J'étais toujours sur la Kawa. Et en 2019, je suis passé chez Honda du coup de nouveau. J'ai racheté un 450 CRF. Ok. Là, je suis parti pour dans la même optique de m'amuser, toujours faire des courses. Comme ça quoi, à la cool, et ça se passait bien, mais après en milieu de saison j'en avais un peu ras-le-bol parce je me souviens qu'on avait fait au début du mai, il y avait plein de ponts là et c'était on a fait 5 courses en 15 jours. Ouais, ça s'enchaînait vachement tout le temps à cette époque-là. Plus le boulot, ça faisait même pas un an en que plus, tu venais te mettre à ton compte, donc c'était un changement quand même. Et du coup, j'ai dit bon, on calme un peu le jeu parce que je suis sur les rotules complets. Après 2020, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et là, autre grosse blessure en sortie de Covid, direct, premier week-end. Je m'étais fait un petit circuit de pump track avec mon BMX chez moi. Je me dis, j'ai envie de reprendre et tout. Donc on va à Plougastel sur la piste de BMX avec des copains. Et j'ai pas fait la première ligne droite. La première ligne droite, deuxième ligne droite, un petit double... honnêtement pas plus long que ta table là. Et je me fais les cervicales sur ce fameux petit double. J'avais le casque réplica Carmichael à l'époque, en 4 le casque, en 4 et la douleur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fait comment? T'as planté la roue avant dans la... J'ai voulu faire une espèce de cabré enroulé là. Et je sais pas franchement je suis reparti ça rebondit sur l'avant. Et je suis tombé la tête la première, mais sur le sable de mine, quoi, direct, paf. Et du coup, entorse des cervicales, mais ça, tu le sais que quand tu vas à l'hôpital, que tu as une entorse des cervicales, quoi. Et il y avait ça fait peur, ça. Il y avait un kiné qui est passé entre-temps sur le parking, parce qu'on avait un copain qui faisait du vélo de route, qui est venu nous voir, et qui était avec une kiné à faire du vélo à ce moment-là. Et elle a dit, tu peux pas avoir notre pote... Il a les cervicales quoi, qui lui font mal, il vient de tomber, son casque est pas... C'est tout en travers comme ça. Là. Il a dit je vais regarder, et puis il a dit vous allez aux urgences là, parce que là c'est pas terrible quoi, ton truc quoi. Et elle a manipulé un peu quand même quoi. Je lui dis après coup là aujourd'hui je me dis c'est chaud. Pour avoir entendu le podcast avec Julien Cabioche, c'est chaud quand même, hein. Faut pas trop jouer avec ça quoi. Et du coup, je suis allé à l'hôpital et là, grosse entorse, mais ils ne voyaient pas tout de suite à la radio. Ils me font passer à moitié un scanner ou un espèce d'IRM. T'es à moitié un espèce de tube. Là, ça, l'IRM. Ouais. Et là, grosse entorse, donc minerve. Et puis, ça ne m'a pas empêché d'aller au boulot lundi. Du coup, pas de risque de rien. Non. Juste de l'immobilisation, quoi. C'est ça, et c'est surtout que j'étais à mon compte, donc quand t'es à ton compte, t'as pas le choix. Tu peux marcher, t'as des bras, c'est bon, on y va, quoi. Et voilà, donc pour 2020, ça s'est arrêté là, j'ai rouloté. De toute façon, on était à moitié confinés la moitié du temps. Comment tu as réussi à gérer justement ton début d'entreprise solo avec ce Covid? T'as fait comment? Dans le bâtiment, il n'y a clairement pas eu de confinement. Nous, on allait bosser. Au contraire, les gens, ils en profitaient. C'était le moment de faire un point sur leur vie, comme ils étaient chez eux. Ils disent ça c'est crado chez moi, ça c'est non c'est pas bon.
Et du coup, il t'appelle pour faire des devis. Mais bon, c'était à tel point que des fois, tu sais, les gens, ils se baladent à un moment donné, ils pensent que c'est pour avoir des prix, quoi, tu vois. Mais bon, le boulot était dingue jusqu'à... Donc, tu as bossé à fond durant le Covid. À fond, et ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Hein. Trop bien. Toujours du boulot. Hein. Donc, tu as créé ton entreprise de menuiserie en 2018. Ok. Et tu es tout seul à ton compte ou maintenant tu as du monde avec toi? Non, je suis tout seul. Okay. J'arrive pas à passer le pas de... Mais du coup, tu fais quoi exactement? Tu proposes quoi comme service? Tout ce qui est agencement, poste de cuisine, placard, Ok. un peu tout ce qui touche à la rénovation intérieure. Donc demain, on t'appelle, on a besoin de faire une cuisine, tu peux la faire? Exactement. Ok. Exactement. J'ai des partenaires en pro aussi avec qui je travaille. Ok. Donc c'est du donnant-donnant, on va dire. Donc c'est top. Et puis j'ai aussi lancé une marque de jouets en 2022 là. Ok. Un jouet en bois pour les enfants. Qui tourne autour de la moto toujours. Donc la passion a rejoint le boulot, quoi. Voilà. Et le dessin, tout ça a pris... Tout ça, voilà. J'avais fini de rénover ma maison, je me dis... quand on est actif, on a souvent des 100 000 idées dans la tête, quoi. Donc c'est clair. J'ai lancé ça, et puis... Et là, je me suis dit que ça allait marcher direct, quoi. C'est obligé que ça marche. Quand on a une idée, des fois, quand on dit je veux la mettre en place... C'est obligé, quoi. Ouais. Et puis c'est à tel point que du coup j'ai lancé ça, j'ai présenté ça aux enfants de mes Du coup, c'était quoi exactement ce jouet moto? Ce jouet moto, c'est des circuits de motocross en bois. Ok. Donc tu sais, tu as les petites motos auxquelles tu jouais, tu parlais tout à l'heure dans le sable, quand vous avez les terrains et tout. Je me suis dit, ici il pleut souvent quand même, donc... Oh. Et donc du coup je me suis dit, vas-y... de faire quelque chose quand tu veux jouer l'hiver, là, comment tu fais à pas faire des bosses sur ton lit imaginaire, quoi. Donc, ça on l'a fait avec nos dictionnaires, exactement, nos BD. Ouais, mais aucun charme, quoi, du coup. Clair. Je dis allez, vas-y, on taille un poteau en bois de carport là chez moi. Ouais. Je dis, vas-y, je taille une straight rhythm dedans là, et là je présente ça à le fils d'un collègue comme oh là là le top. Moi du coup tous les gosses allez vas-y. Et là, je dis, vas-y, feu patate, il y a un truc à faire là-dessus. Et j'ai lancé une boutique en ligne avec un pote qui m'a fait ça, un informaticien. Là. Et entre-temps, j'ai demandé un peu à des sites internet du milieu, quoi. Le Big USA qui m'a fait un peu de pub. Vraiment cool. Et Stéphane, on parle souvent de toi ici. Hein. Et franchement trop cool parce que je lui envoie un truc, mais vraiment au culot, quoi. J'envoie un mail, un message via la fiche de contact. Je dis je suis en train de lancer ça. Combien ça coûte? Je me dis faut des partenariats et tout. Et il me dit c'était la période creuse entre l'été et l'hiver, décembre. Il me dit en public demain. Oh, en public demain. Attends, j'ai pas lancé le truc, rien. Et au final, ça a permis d'avoir des vues pas mal et de lancer le truc. Et à tel point que c'est allé jusqu'aux États-Unis et Blake Baguette sa femme Blake Baguette m'a contacté pour en avoir un. Donc, vraiment une approche trop cool, franchement. Est-ce que tu veux quelque chose en retour et tout? Je suis pas comme ça. Mais je dis, maillot dédicacé, ça peut être cool quand même, quoi. J'en ai pas. Et je suis assez fan du mec, quoi. Il est connu quand même. Voilà. Et donc, peu de temps après, je reçois le maillot. T'as pas demandé de la pub en échange plutôt pour ton jouet? Il n'y a pas eu besoin, ils ont fait direct. Hein, ouais, franchement. Et du coup, ça m'a amené d'autres commandes là-bas. Ok, trop cool. Mais j'étais pas bon là-dedans parce que la logistique c'est un autre métier encore. Et là tu te découvres à chaque fois, tu ouvres des portes et c'est des nouveautés et ouais c'est un autre métier, quoi. C'est sûr. Surtout quand direct t'exportes à l'international, c'est autre chose. Hein. Ouais, et après du coup il y a Kairoli aussi qui je voyais que sa femme likait un peu les trucs et tout. Du coup, on a commencé à échanger un peu un message ou deux. Elle me dit j'ai déjà un partenariat parce qu'apparemment il y avait un qui faisait en Lettonie, je crois, ce genre de jeu-là. D'accord.
Je dis, bah, pas de problème. Je dis, moi, j'en ai un autre, un plus petit, là. Si tu veux l'emmener dans ton camping-car pour aller sur les grands prix et tout, ou enfin, là où tu veux, quoi. Et du coup, je leur ai envoyé ça. J'ai pas eu de maillot en retour, mais bon, ça m'a fait de la publicité. Incroyable. Et Du voilà. coup, t'en as vendu quelques-uns quand même. Ouais, quelques-uns. Je suis même allé, du coup, l'année d'après, en Grand Prix à Saint-Jean-d'Angély exposé. Ok. Et là, j'ai pas vendu grand-chose, pour être honnête. Mais tous les contacts, l'engouement était vraiment, c'était bienveillant, bon enfant. Les gens, ils étaient là, putain, faut avoir l'idée quand même, quoi, Ça du truc. n'existe Quoi. pas des jouets Ouais, autour c'est du ça. motocross, à part la petite moto, la petite figurine. Mais... C'est ce que je me suis dit, en fait. Il y a la moto, mais il manque quelque chose, quoi. Donc, Ouais. du coup, voilà. Et puis, non, ça fonctionne, mais ça demande tellement de temps que, en étant Ok. tout seul, moi, je gagne pas ma vie avec ça, honnêtement. Ouais. Il faudrait que je trouve d'autres solutions. Il faudrait que je travaille un peu Donc là-dessus. c'est pas quelque chose. T'as mis ça de côté, mais c'est pas quelque chose que tu oublies, quoi. Ah non, c'est en sommeil parce que j'oublie pas parce que j'ai passé tous les tests en laboratoire pour Ok. avoir les normes européennes, françaises. Donc ça représente, j'imagine, un investissement que tu as fait. Ah bah ouais, c'est un investissement à 5 chiffres. Hein, donc, Purée. ouais, bah de toute façon, le moindre truc en France, on est bien et tout, il y a plein de normes et tout, mais tout de suite, ça coûte un peu de sous. On est d'accord. Et, et ouais, bah, comme toi, tu organises des shows, c'est pas gratuit. Hein, donc, bon. Ouais, c'est clair. Donc ça demande de l'investissement personnel. Et LOL, en fait, c'est la vie qui fait que j'ai mis ça en sommeil, Ouais. mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Donc on en reparlera. Peut-être il y aura des commandes, des commandes souvent en commentaire là-dessus. Ouais, il me reste un peu en stock, il faudrait que je fasse le Ok. tri, mais il faudrait que je fasse le tri. J'ai mis en sommeil aussi le site internet parce que j'avais encore des commandes, mais j'y répondais plus. Ok. Parce que le but c'est d'être réactif aussi là-dessus, hein, donc c'est pas de faire miroiter les gens, parce que Sûr. les gens, c'est des consommateurs, ils voient l'écran, ils commandent, ils pensent qu'ils sont sur Amazon, Ouais. pas du tout. C'est pas du blabla quand je mets sur le site internet que je suis un artisan de mon coin, que je fais bosser que les. Mais justement, les gens c'est quelque chose que tu devrais peut-être mettre en avant, de montrer le côté artisanal et toute la démarche de travailler en local, tout ça, c'est beau de mettre ça en avant. Donc Ouais. peut-être c'est un truc que tu pourras articuler autour. C'est clair, sauf que les gens ils vont te dire que c'est leur porte-monnaie en premier, donc. Ah oui, mais après, justement, ça justifie aussi la beauté de ce que tu leur proposes. donc, C'est vrai. ouais. Et après, il y a eu un ou deux qui m'ont un peu dégoûté. J'ai eu un peu de critiques sur le packaging du jouet et je dis ouais, c'est peut-être pas assez abouti de ce côté-là. Mais Ok. bon, personne, je lui ai répondu. Je dis excusez-moi, mais moi je regarde pas le packaging quand je Ce reçois qu'il y a quelque dedans, chose. quoi. C'est ce qu'il y a dedans en Ouais. fait. Quoi. Enfin, si vous arrêtez au packaging, oui, c'est emballé dans du papier bulle et tout machin. Il n'y a pas un gros autocollant avec marqué Oui, avec la un marque tas de du choses jouet, dessus. avec. Quoi. Ouais. Non, c'est artisanal, comme on a dit. Il faut un pourcentage de gens qui râlent dans tout, c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Mais C'est du sûr coup, que ça blesse les premiers. Hein. Ouais, surtout quand tu mets du cœur à l'ouvrage. Bah donc, oui, c'est sûr. Tu proposes quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est ça. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. Ok. Donc, bon, bah, on va suivre ça. j'ai envie de Et faire du un coup, à ce niveau-là, du coup, tu avais fait ce projet-là. La moto 450, toujours Kawa. Non, tu étais repassé sur Honda, tu disais. Ouais, je suis Et, repassé sur Honda en 2023 et comment j'ai fait le Touquet depuis en 2022. ça donnait quoi? Mid-pack, j'étais Ok. dans les 400, je crois, quelque chose comme ça. Bonne expérience? Super expérience. Ok. J'étais malade comme un chien, par contre, Purée. parce que je me remettais pas. On devait faire le vaccin de Covid, parce qu'il y avait encore des histoires de confinement tout début 2022. Ok. Et j'étais malade comme un chien, mais je fais mid-pack. Dû au vaccin? Ouais, Ok. c'était. Et j'ai des problèmes d'asthme, donc ça aide pas non plus. Ok. Et bon, comme il fallait le pass sanitaire pour passer tous les contrôles administratifs, Ouais. et ben valait mieux faire ça. Et j'allais avoir un enfant cette année-là aussi, donc je me suis dit, il faut mettre toutes les chances de son grossir. On Ok, fait bah oui, tout ce tout qu'on ça. peut là, parce que forcément après la vie s'arrête pas hein, quand tu as un enfant, Ouais. c'est le top, mais tu as moins de temps pour faire les choses bien, on va dire personnellement quoi. Ouais.
Du coup, j'ai fait les 24 heures derrière avec. Pas malade cette fois? Non. Et c'était vraiment une chouette expérience aussi. En plus, c'était à côté, à Pleyber-Christ, avec l'Armorique, là, c'était génial. Et j'ai refait l'année dernière. J'ai dit que je referais plus, mais. On dit jamais 203 de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est sur le coup, t'es fatigué, Tu t'es m'étonnes, épuisé. ça doit être éreintant quand même. C'est usant au possible, mais en fait, c'est tellement cool que les gens du coin ils mettent ça en œuvre qu'à un moment donné, on va pas cracher dans la soupe, les gars. Faut y aller, faut le faire, quoi. Donc, Des événements comme ça, c'est beau et ça manque. Ce sont les événements en règle générale, c'est en train d'aller vers le bas. Donc c'est bien de le souligner quand. Avec tout ce que ça impose en organisation, administratif, secouriste, ça coûte énormément d'argent. Je vois mon père quand ils organisent à Guissigny, les moyens que ça demande pour une course de ligue, quoi. Les pilotes en règle générale sont un peu consommateurs, ils se rendent pas compte de tout ça, je pense. Mais ça, ça serait bien qu'il y ait plus de pilotes à venir filer un coup de main au terrain. Ou juste, je sais pas, des notions de sensibilisation de toute la démarche et tout le travail que ça engendre pour permettre à ces pilotes de faire leur passion, quoi. C'est ça, ouais. Mais tu peux pas savoir tant que tu l'as pas fait. Non. Mais moi le premier, tu vois. Avec Anto, d'avoir créé Ride the Show, avant ça, on n'avait aucune idée dans quoi on mettait les pieds. Et non, c'est titanesque. Donc des épreuves comme celle-ci, ou même, entre guillemets, la simple course de motocross, c'est déjà du travail de dingue. C'est clair. Et là, on parle que d'organisation au point de vue administratif. Quand toi, tu as des pilotes, après, maintenant que tu as de la notoriété avec ton réseau, tu arrives à trouver les contacts des pilotes, mais... Pour tout te dire, les pilotes, c'est le plus facile. C'est tout ce qui est à côté. Toute la partie administrative, sécurité. Ça, c'est fou. Ça, c'est le gros problème. Et puis c'est pas un match de foot avec une infrastructure déjà posée, quoi. C'est ça. Et puis il faut tout créer. Donc après, il faut toute la validation de la sécurité qui va derrière, l'homologation. Ça, c'est je le souhaite à personne. Non, t'es bien content quand t'es content d'organiser, mais t'es content quand ça se termine aussi. Et puis quand ça se termine, tu penses à la fois d'après. Donc au final, t'as mis un pied dedans, t'es foutu. C'est foutu. Non, mais voilà, c'est ça le truc. T'as envie de progresser. Comme toi, tu disais, t'as été voir une course de moto, ton père lui a dit, t'es foutu, t'as mis les pieds dedans. Voilà, c'est la même chose. C'est clair. Donc là, t'en es où? 2009, ça fait ces épreuves-là, et 2025, tu as fait quoi? 2025, quelques épreuves de ligue. Là, j'ai vraiment plus d'objectifs. Je suis sur ma moto, je me fais plaisir. C'est ma soupape de décompression de la semaine après le boulot. Même pour te dire, s'il y a une prime, petite prime d'arrivée, quand ça arrive, on va au manège carré, on boit 2-3 mousses avec les copains, on se fait un petit débrief de la course. Juste du plaisir. 100% plaisir. Et puis. Et ta famille, avec ton enfant, du coup, ça te suit sur les courses? Elle m'accompagne pas trop parce qu'elle est à fond dans son loisir aussi. Ce qui demande du temps aussi, l'équitation. Tout ça. Donc c'est pas les mêmes montures. Mais... Non, il n'y a qu'un cheval. mais ça coûte plus cher. J'ai beau dire, mais on me dit que non. Mais je pense que si, ça coûte plus cher parce que c'est un entretien quotidien. Ça dépend comment tu t'impliques dans cette discipline. Sujet à Discord, ça. Dites-nous. Mais après, voilà, c'est ça, on a notre équilibre, en fait, elle a son loisir. Du coup, moi, je suis avec le petit à ce moment-là, et elle avec le petit quand... Et le petit, Ça pique moto ou cheval, le petit? Il aime bien, il s'intéresse à tout. Il est petit encore, il a 3 ans, mais par contre, j'ouvre le garage, il voit la moto, un tour. Et le Piwi, il l'attend ou pas? Pas encore? Faudra qu'il fasse du vélo avant, par contre. On dit toujours, non, je suis pas trop chaud qu'il fasse de la moto, surtout avec le contexte là qu'on entend en ce moment, c'est un peu... Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses à ce sujet-là? J'ai posé la question et ça fait couler énormément d'encre, on en a parlé avec les gars précédemment. T'en penses quoi, toi, de la sécurité du motocross de nos jours? La sécurité, c'est un gros sujet, c'est vrai que en ce moment, c'est pas évident. Est-ce que tu penses qu'il y a des points à améliorer du côté des pilotes
des motoclubs, des commissaires de course ou une chose en particulier? Moi, je pense qu'il faut travailler ensemble et qu'il faut que ça soit que les pilotes aient le recul des commissaires, mais que les commissaires, au niveau de la commission, ou, je sais pas, ils prennent le recul de tout ça. Ouais. Parce que pour avoir fait commissaire, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une journée qui est assez longue quand même, malgré tout. Tu m'étonnes. C'est assez long et c'est pas inintéressant à faire, mais comment te dire, pour garder la lucidité avec ton drapeau, moi je pense qu'il faudrait peut-être à chaque entracte ou entre des chaque rotations. série, une rotation. Tu passes d'un poste à un autre. Je suis conscient qu'il y a des habitués qui aiment bien leur poste à tel endroit. Oui, et puis tout. ça demande quand même une logistique de trouver autant de gars disponibles sur une journée. Sur une course locale, ça demande des moyens conséquents. Ouais, c'est clair. Un travail en amont, donc ça se comprend que tu trouves quelqu'un, ok, t'es à ton poste. Mais je pense que c'est là-dessus pour garder un... Et puis, je sais pas... Après, il en faut de toute façon des commissaires, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu penses que ce serait bien, je sais plus qui en parlait, que chaque pilote doit faire une ou deux courses en tant que commissaire par an pour avoir ta licence ou un truc comme ça? Ouais, alors là... ça fait un peu de l'obligation, mais ça peut être bien pour la prise de conscience, non? Je sais que mon père va regarder ça. Et la question que tu dis, il me la pose, enfin, il me la met sur la table régulièrement. Ok. Il faut que ça soit faisable, c'est clair. Mais oui, je suis d'accord qu'il faudrait au moins faire au moins une course chacun, ne serait-ce qu'au moins une fois pour avoir... conscience du truc. Ouais, c'est ça. Quitte à, je sais pas, une connerie, tu as une remise sur ta licence si tu fais commissaire ou... Tu gagnes des points. Ouais. Enfin, tu gagnes des points pour le championnat, mais je dis tu gagnes des points, comme tu dis, sur ta licence. Et puis même au niveau de la commission d'autocross, il se verrait que les pilotes s'investissent un peu aussi. Ouais. Voilà, je suis côté pilote, mais c'est un gros taf aussi. Je pense qu'il faudrait une ouverture d'esprit mutuelle, que tout le monde écoute chacun. Après, ça reste du débat, mais que tout le monde essaye de comprendre le point de vue de l'autre côté. Ouais, c'est clair. Mais moi, je disais avec les gars, moi, mon premier conseil, enfin, pas conseil, je suis personne pour donner conseil, mais moi, je serais d'avis à ce que, tu vois, on roule chacun dans des catégories. Bah, les catégories, c'est les mêmes à l'entraînement. Tu mélanges pas les catégories. Tu mets pas un enfant qui sait pas où il va avec un gars qui avionne et il peut se passer tellement de choses. Même si le gars, c'est le meilleur des pilotes, s'il est derrière une table de 35 mètres, un petit garçon qui est tombé, tu peux pas l'éviter. Donc, pour moi, ça devrait être normal, ça. Ouais, c'est inabordable même. Enfin, tu devrais même pas poser la question. C'est comme ça. Non. Je sais qu'en piste, je crois qu'ils font par rapport au temps chrono de la piste, ils te mettent dans un groupe ou dans un autre, en fait. Ok. Je crois que ça se passe comme ça. Je suis pas certain. Mais après, il y a des transpondeurs. Alors, il faudrait y avoir des transpondeurs peut-être aussi à l'entraînement. Bah oui, et puis les entraînements des petites pistes locales, ils n'ont pas les moyens de faire tout ça, c'est pas possible. Non. Ils ne savent pas en ouvrant le matin s'ils vont avoir 5 pilotes ou 50. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir tous les moyens techniques pour le faire. Ah ouais, c'est clair. Donc, pour moi, ça devrait être 20 minutes 50, 20 minutes 65 ou ce serait normal. C'est clair de ce côté-là. Après, c'est un débat immense, mais bon, c'était bien d'avoir ton avis, mais je pense que ça va encore faire couler énormément d'encre, ça, parce que c'est un problème. En ce moment, on en parle beaucoup parce qu'il s'est passé ça. Mais ça fait des années que c'est sur la table. C'est un sujet, en tout cas, c'est un gros sujet. Ouais. Bon, avec ton parcours qui est atypique quand même, est-ce que toi, dans ta vie personnelle à ce jour, est-ce que la moto, elle t'a appris quelque chose? Est-ce qu'elle t'a forgé? Tout. Hein. Franchement, quoi, par exemple? La vie. Quand on dit que c'est l'école de la vie, la moto, c'est vrai en fait. Est-ce que tu penses que tout sport jeune pourrait avoir cette réponse ou la moto en particulier? La moto en particulier, très clairement. Pour quelle raison tu dis ça? À moins d'être à moins qu'on t'ait tout mis dans les mains sans effort ou quoi que ce soit. Franchement, c'est l'école de la vie. Tu vois, mon père me dit t'as une moto, voilà, intéresse-toi à la mécanique, faut que tu la laves. Moi, je peux pas faire à ta place à chaque fois non plus. Ouais. Et c'est complètement normal en fait. T'imagines, enfin, déjà la chance d'avoir une moto qui coûte une somme pareille. C'est fou, quoi. Tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Il faut avoir confiance. Et puis,
Et puis c'est la débrouillardise aussi pas mal. Ouais, et puis sur la piste, la rigueur, la compétitivité, voilà, t'es tout seul. On est 40 sur la piste, mais t'es tout seul. C'est ça, si tu veux progresser, il faut avoir ta rigueur, t'es face à toi-même. Et tout le temps, quand tu laves ta moto, t'as pas appelé Pierre-Paul Jacques pour faire la mécanique. Enfin, il faut que tu débrouilles, sauf si t'es plein aux as, il faut que tu fasses ta mécanique. Mais ouais, comme tu dis, être débrouillard. Tu sais, moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, ça m'a flashé comme ça. Moi, petit, quand j'avais 8 ans, ma première course, j'arrivais pas à fermer mes bottes. Ah ouais, ok, ouais. Et du coup, je demandais toujours à mon papa, est-ce que tu peux fermer mes bottes pour monter sur la moto? Première course de motocross à 8 ans à Dole de Bretagne. Trop stressé, je monte sur ma moto, j'attache pas mes bottes parce que mon papa doit me le faire, puis je pars à la grille. Et puis là, j'arrive et puis il y a des gars avec qui on m'attendait, qui étaient en 60 avec moi, et ils me font « Ouais, t'as pas fermé tes bottes ?» Ok. Et là, gros stress, je fais « Ouais, mais je sais pas les fermer. » Et du coup, ils sont moqués de moi, et du coup, il y a un commissaire ou un monsieur qui m'a aidé à fermer mes bottes. Et du coup, débrouillardise. Hein. Coup de nerf. Maintenant, il faut que j'apprenne à fermer mes bottes. Donc après, parce que j'ai eu cet électrochoc des gars qui se moquaient de moi. Et voilà, c'est vrai que tu es face à toi-même quand même. Hein. C'est tout le temps, c'est comme ça. Peu importe la situation, en fait, que tu sois dans ta course, pour l'organisation pour aller à la course, parce que ça demande un peu de logistique, mine de rien. Enfin, un peu tu peux pas arriver trop à l'arrache non plus, quoi, je veux dire. C'est sûr, tu es obligé d'avoir un minimum d'organisation. Voilà, donc faut que tu te fasses à manger, Non, c'est un tout, et puis du coup, comme tu as envie de rester sérieux dans ce que tu fais, ça t'apporte une rigueur, et mine de rien, pour avoir cette rigueur-là, il faut aller au travail, il faut crocher dedans. C'est un peu ce qui m'a amené à me mettre à mon compte aussi, d'ailleurs, parce que c'est de partager le temps différemment et essayer de faire niveau finance aussi, hein, pas se leurrer. Hein, c'est clair. Ça va avec. Hein, donc, c'est un tout, mais ouais, c'est carrément une école de la vie. La moto. C'est super intéressant comme réponse et complète, et je partage tout ce que tu dis. Maintenant, on est arrivé au point où je vais te poser des questions. Tu as dû le voir dans les podcasts précédents où tu auras deux possibilités. Il y en a une qui me fait peur d'ailleurs. Mais non, t'inquiète pas, on en parlera après de celle-là. Je sais laquelle tu penses. T'es plus motocross ou supercross? C'est une question qui fâche, ça, quand même. C'est que... Ouais, tu peux dire en tant que spectateur et en tant que pilote. Pilote motocross, clairement, parce que j'ai aucune expérience en supercross. Ok. Et je pense que c'est un peu tard maintenant. Et en tant que spectateur, Supercross là en ce moment, ça envoie grave avec les pronostics et tout qu'ils mettent maintenant en place et tout. C'est fou. Comme un fou. Le SXUS cette année là. Waouh. C'est taré. Ouais. Taré. Ok. Bon, même question en tant que pilote, en tant que spectateur, FMX ou enduro? En tant que spectateur, FMX. Ok. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi là, mais non, FMX direct. Ok. C'est quand même aérien, spectaculaire, enfin, les figures et tout. Non, FMX. Ok. Et même pour le panache des pilotes en général, surtout ceux des. Maintenant, ça s'est vachement professionnalisé aussi, mais. On a été obligé. Hein. Mais ouais, pas le choix. Ouais. Quand je vois vous poussez les figures au maximum. Non, c'est clair. Mais j'aime aussi la génération 2000, Pastrana, tout ça. Là. Les bad boys au début. Là. Ouais. Je suis un peu nostalgique de cette période-là aussi. C'est les gars qui ont façonné le sport. C'est grâce à eux que ça s'est standardisé et que ça s'est. Ils ont minimisé les risques. Les gars, ils ont été au casse-pipe pour nous. Ouais. Et c'est grâce à eux qu'ils ont sorti les rampes avec ces standards-là pour pas qu'on s'envoie à chaque fois la roulette russe. Quoi. Donc, c'est sûr que ça manque, mais c'était nécessaire. Bon, on est de cette génération-là. Ouais. On en parlait avant que le podcast commence. Pichon ou Villemain? Villemain, je connais pas, mais Pichon du coup. Pichon, c'est la première vraie star que j'ai vue. En vrai, super abordable. En tout cas, ça a été génial à Châteauneuf-du-Fou à l'époque. C'est vrai. Encore une fois, il y avait le team ramp qui roulait. J'allais te le dire. Ouais. Et Michael Pichon, il était passé par l'avant dans les whoops. Ouais. Dis-toi, le mec, il était en Grand Prix. C'est le gong de fin, c'est parce qu'il faut qu'on se dépêche. C'est pas le Grand Prix, il était en Grand Prix toujours à cette époque-là, donc de voir un mec sur une course comme ça. Thierry Betty, c'était là aussi.
Ouais, exact. Ouais. J'avais fait signer mon maillot avec lui. Ok. Et maintenant, c'est lui qui fait mes suspensions. C'est incroyable. Ok. Je sais qu'il n'avait pas voulu me signer d'autographe, lui, par contre. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi, mais... Eh ben, la grosse anecdote, j'avais signé mon maillot de motocross et j'ai un ami à moi qui voulait un autographe de lui, il était trop timide. Ok. Eh ben, j'avais été retourné le voir, j'avais mis oui. son maillot et j'avais eu un deuxième autographe. Ouais. Vache. Bon, il t'aimait pas, c'est tout. Ouais, je sais pas, enfin, peut-être c'était pas le moment, il était Ouais, peut-être fâché peut-être, sur la course ouais. qu'il avait fait. Enfin, j'en sais pas. Allez, t'as roulé avec pendant beaucoup d'années avec ces marques-là. Je pense savoir la réponse quand même. Kawa ou Honda? Honda. Ouais. Et Honda parce que... c'est tes débuts et aujourd'hui t'es encore sur Honda. donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour le motocross, tu préfères le motocross européen ou le motocross US? Je suis pas fâché avec le motocross européen, mais ouais, motocross US, c'est bien plus rempli, donc... Ouais, il y a toute une énergie autour de Ouais. ça, toute une notion du spectacle et Ouais, c'est clair. c'est presque le sport national. Donc C'est ça. c'est sûr que c'est Ouais, motocross US, rien que pour suivre Romain Pape, là, c'est clair. bien de pilote local, en plus il est Ouais. super cool, Romain et son père, tout sont top. Ouais. Ouais, comme un fou devant la télé, c'est top. Ouais, trop cool. Moi, je te remercie pour ces réponses. On a parlé un peu FMX. T'en penses quoi du FMX à ce jour? Je suis obligé d'en parler. Ouais, à ce jour, pour être honnête, je pense qu'il y a eu des années où ils se sont un peu perdus dans le truc et que là c'est en train de revenir différemment avec des mecs comme Axel Hodge, tout ça. Là, Ouais. c'est super spectaculaire, je trouve ça top franchement. Bah, de toute façon, on manque pas le FMX, hein, quand il y en a à chaque événement majeur, en fait, il y a du FMX. C'est vrai. Et franchement, c'est top à voir. Hein. Oh, à un moment, ça a été les mauvais garçons au début qui faisaient ça. Et au final, maintenant, bah, c'est complémentaire. en Ouais, fait. c'est ça. Bah, c'est une discipline à part Ouais. entière. Hein. Ouais. Et, ouais, franchement, les risques qui sont pris en FMX, t'as pas droit à l'erreur. Quoi. Donc, C'est clair. Bon, je l'ai dit à chacun. Je pense que c'est ce que tu redoutes. sûrement. Alors, t'essayes quand? J'essaye quand Si je te mets la rampe près, là, à quelques mètres. Hein, ça te Ouais, dit? franchement, si ça serait pas trop loin, ouais, Il y a des vidéos où tu peux le voir. On a mis des gars, on peut coller la rampe sur la réception en terre standard avec la rampe standard à 5-6 mètres. Ouais, ça, franchement. Ouais, Et petit à petit, quand tu te sens à l'aise, ce qui va arriver très vite, tu vas vite reculer à 10, 15 mètres, ça c'est sûr et certain. Ouais, carrément. Donc en abordant les choses calmement comme ça, tu penses que c'est un truc que tu voudrais tester? Ouais, faut pas mourir con, comme on dit. Hein, donc, Très bien. Bon, bah, vous savez ce qui va arriver. Il y a plusieurs Bretons qui vont prendre la rampe cette année. Avant de terminer, est-ce que tu aurais un conseil, avec tout ce que la moto t'a appris, un conseil ou une petite phrase à partager pour un jeune qui commence la moto ou quelqu'un qui roule ou un petit mot? Un conseil, c'est que si vous voulez continuer, il faut aller à la rigueur, faut rien lâcher en fait. Hein, Ok. faut rien lâcher. Bon, bah, c'est top. Voilà, Clair, précis. c'est ça. Bon, comment t'as trouvé cette expérience du podcast? Top, mais c'est pas évident quand même. Ok. T'as envie de parler de plein de trucs, mais des fois, je pense que je me suis trop éternisé sur des sujets qui n'en valent Non, peut-être t'inquiète trop pas, la ton peine, parcours mais était super intéressant, ça nous a fait super plaisir de Ouais. te recevoir. pareillement. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses, que ce soit sur la moto ou à côté. Ouais. On espère que ce podcast avec Mathieu Graal vous a plu. En tout cas, pour nous, c'était super cool. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube pour la version vidéo avec la chaîne Sylvain Masson et pour la version audio sur les différentes plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous avez un pilote en particulier que vous voulez voir, si vous avez apprécié ce podcast. En tout cas, nous, c'était un super plaisir. Allez, on se voit bientôt. Ciao.